On a la chance d'accueillir cet après-midi, ce dimanche après-midi, d'abord quelqu'un de passionnant, de palpitant. Vous le connaissez peut-être si vous écoutez la radio, si vous regardez la télé. C'est Mathieu Vidard. Mathieu Vidard qui est producteur et animateur sur France Inter depuis longtemps. Moi, je le connais bien puisque j'officie sur la même chaîne que lui. Il a animé une émission très célèbre qui s'appelait La tête au carré de septembre 2006 à juin 2019. Et puis maintenant, il présente une émission qui est un peu la suite, bien sûr, qui s'appelle La Terre au carré. On lui doit aussi à la télévision, sur France 2, une série qui s'appelle J'ai marché sur la Terre. Et sur France 5, il présente Science grand format. Donc on a le plaisir d'accueillir Mathieu Vidard. Et puis Romane Le Gall. Alors Mathieu m'a dit, moi je veux bien venir, mais je suis journaliste, mais je ne suis pas un scientifique. Et j'ai besoin d'avoir avec moi quelqu'un qui est une vraie scientifique pour éclairer, approfondir. Et on a la chance d'avoir avec nous Romane Le Gall. Romane Le Gall, vous êtes astronome, astrophysicienne, chercheuse à l'Institut de planétologie et d'astrophysique de Grenoble. Et puis alors, Romane Le Gall, il y a quand même un plus qu'il faut que je vous dise, c'est qu'elle est venue avec une tonne de diapositives absolument sidérantes à propos d'un télescope qui nous fait tous rêver, qui est quand même peut-être un des sommets de la technologie humaine, là, ce qu'on fait de mieux en ce moment. L'humanité est capable du pire, mais aussi du meilleur. C'est quand même une bonne nouvelle. Et ce télescope, c'est donc le fameux télescope James Webb, d'où le nom Vers l'infini et au-delà. Donc je me tourne vers Jérémy. Est-ce qu'on peut basculer sur la présentation Oui, déjà ça commence bien. C'est pas mal comme présentation. C'est un petit peu austère, mais ça va aller mieux. C'est austère, mais en même temps, c'est un côté un peu japonais, vous voyez, c'est dénudé, c'est beau aussi, il y a une beauté de la présentation. Donc en fait, on va consacrer ce petit moment agréable avec vous à vraiment tout connaître et tout comprendre de cet hallucinant télescope qui n'est pas un télescope comme les autres, puisqu'il est au fin fond de l'espace et qu'il nous envoie des images depuis le fin fond de l'espace. Donc c'est une merveille technologique absolument unique. Et donc on va essayer de réparer. Je vois Rémi qui s'approche, vous voyez. Parce que là, pour l'instant, pourtant on a fait des essais juste avant qui fonctionnaient parfaitement. Donc vous savez, c'est toujours comme ça. Hein. Il y a parfois des... Alors moi, pendant qu'elle répare, je vais m'asseoir d'abord, et puis je vais me tourner vers vous, Mathieu. C'est vous qui avez choisi de parler du télescope James Webb. Alors pourquoi cet appareil vous touche? Pourquoi ce choix de dire, bah, écoutez, vous faites un festival Mission 2 possible qui est consacré à l'univers, à l'espace. Je vais vous parler de James Webb. Pourquoi? parce que derrière Alors d'abord, bonjour à toutes et à tous. Je suis très content d'être là aujourd'hui avec vous et donc de pouvoir vous parler de cet instrument, donc de ce télescope. Alors c'est certes un objet qui peut paraître un peu froid comme ça, mais c'est surtout un œil. James Webb, c'est vraiment un œil qui regarde notre univers, qui nous en raconte l'histoire, la très très longue histoire, puisqu'il nous emmène quasiment aux origines des débuts de notre univers, donc il y a 13,8 milliards d'années, quasiment en tout cas. Et puis, c'est une machine à remonter le temps. Pourquoi c'est une machine à remonter le temps? Parce que justement, il nous permet de voir des images qui nous viennent d'il y a très longtemps, donc quasiment des origines de l'univers. Donc les images que vous allez voir aujourd'hui, elles ont mis plus de 13 milliards d'années à rentrer dans l'œil de James Webb, qui est donc actuellement dans l'espace. Donc on va vous expliquer pourquoi, parce que ça peut paraître un petit peu étrange comme ça, mais la lumière, elle a une vitesse, hein. Et cette vitesse, eh bien, ça prend du temps. Alors, elle prend du temps quand elle vient de notre petit soleil, dans notre système solaire. Il faut 8 minutes, par exemple, à la lumière du soleil pour venir sur Terre. Mais quand on vient vraiment des origines de l'univers, il faut des milliards d'années. Et la chance qu'on a évidemment avec un outil comme ça, c'est qu'il nous donne à voir des images. Donc, c'est comme si tous les jours, on avait des polaroïdes qui sortaient de l'appareil photo et que nous envoyait ce télescope. Donc on va vous montrer des images, parce que vous en connaissez de toute façon déjà, vous les avez vues dans la presse, sur le web. Certaines étaient déjà connues avant d'ailleurs la mise en service de ce télescope qui a commencé à fonctionner au mois de juillet dernier, donc c'est vraiment très très nouveau.
Oui, il fonctionne depuis juillet 2022. Exactement. C'est ça, Il a oui, décollé, donc on va vous montrer son décollage tout à l'heure au mois de décembre. Dès que ça sera, j'espère. Voilà. Mais je peux combler comme ça pendant 1 heure si vous voulez. Hein. Non, mais on peut faire une rencontre sans Voilà. diapositive. On est quand même capable de parler. Hein. Et puis donc depuis le mois de juillet, depuis le 12 juillet, il nous envoie donc tous les jours régulièrement des images. Alors à la fois des images de notre univers très lointain, mais aussi, on pourrait dire, de notre proche banlieue qu'est notre système solaire. Vous allez voir tout à l'heure des images de Jupiter, par exemple, qui sont époustouflantes de beauté. Et donc c'est toute cette histoire qu'on va vous raconter avec Romane, qui est donc astrophysicienne et qui travaille directement sur le télescope James Webb, puisqu'elle analyse, elle va nous l'expliquer, certaines images. Et donc c'est cette machine à remonter le temps qu'on va vous inviter à prendre avec nous pour rentrer dans l'œil donc de ce télescope. Alors, est-ce que ça marche, Romane? Non, toujours pas. Oui, alors au micro, vas-y, tenez-nous au courant. Est-ce qu'on a établi la liaison avec le télescope James Webb? On a des problèmes de connectique. Donc là, on est encore en train d'essayer de voir si on Bon, peut... Voilà. Allô Houston, hein, mais ça marche pas là. Bah, c'est vous dire que c'est loin, hein, il est à 15 millions de kilomètres. Non. 1,5 million. Non, 1,5 million, Christophe. Bon, Non, écoutez, là, vous exagérez quand même. Oui, effectivement. D'accord, je me suis trompé, je n'avais pas mes notes. D'accord. Alors justement, on peut peut-être, avant de démarrer proprement dit sur l'aspect scientifique, on peut peut-être évoquer l'aspect peut-être plus politique, voire éthique. Parce qu'il y a des gens qui disent, oui, quand même, votre télescope, c'est bien gentil, c'est extraordinaire, mais il a coûté 10 milliards de dollars, sa conception a pris 30 ans. Alors, est-ce qu'on n'aurait pas mieux fait de mettre cet argent dans un hôpital ou voire 10 hôpitaux? Donc vous commencez déjà par les questions désagréables en fait, c'est ça? Oui, bah, dès le début. C'est-à-dire qu'on n'a même pas eu le temps d'expliquer à quoi servait cet appareil. Ça y est, dès déjà. qu'on aura les slides, vous voulez nous contrarier, c'est ça? Non, c'est vrai que c'est un appareil qui coûte évidemment extrêmement cher, 10 milliards de dollars, ça c'est sûr. Il a mis très longtemps à être mis au point parce que comme il est très loin de nous, voilà, ça a l'air de marcher. On ne pourra jamais le réparer en fait. On ne pourra jamais envoyer des astronautes réparer James Webb parce que donc il est à 1,5 million de kilomètres de la Terre. Ce qu'on pouvait faire avec le télescope Hubble qui le précédait et qui est d'ailleurs toujours en service et qui n'est qu'à 500 km au-dessus de nos têtes. Donc c'est quasiment un Lyon-Paris, ça, 500 km. Donc c'est vraiment très très proche. Et Hubble, donc il l'a précédé, a été réparé par les astronautes. Donc ça, c'était très pratique. Malheureusement, James Webb, c'est pas possible. 1,5 million, ça fait loin. Voilà, ça fait un peu loin le voyage. Une camionnette. Exactement, et on n'a jamais envoyé d'humain aussi loin encore. Donc il fallait être sûr, avant qu'il ne parte, que tout fonctionnait bien, et il a été reporté sans cesse. Il y a eu beaucoup, donc 30 ans, effectivement, c'est très très long. Et là maintenant, ça y est. Regarde, parce qu'on est en train de voir, voilà, ce qu'on voulait vous dire tout à l'heure. Donc, on va parler du télescope spatial James Webb vers l'infini et au-delà. Alors, j'ai une première question, et peut-être qui va nous amener vers la première slide, Romane et Mathieu. C'est qui ce James Webb? Alors, James Webb, c'est un administrateur de la NASA qui a beaucoup œuvré pour que l'astrophysique, la recherche fondamentale en astrophysique soit soutenue par la NASA et qui a travaillé notamment au développement des missions Apollo faites à la NASA. Donc c'est en l'honneur de cet administrateur qui est décédé en 92 que le James Webb porte son nom. Alors vous allez nous montrer peut-être la première slide. On a une image là. Voilà. Alors qu'est-ce que vous pouvez nous la commenter, parce que on voit un objet étrange et mystérieux. C'est le télescope James Webb. Alors voilà, donc là vous voyez une maquette à l'échelle du James Webb. Hein. Vous pouvez la voir aujourd'hui si vous allez aux États-Unis, aux alentours de la NASA à côté de Washington, au Goddard Center. Vous voyez en fait donc cet objet un peu mystérieux qui n'est pas un vaisseau spatial, hein, qui est bien un télescope, où on voit en jaune le miroir du télescope, hein, donc qui est fait de 18 segments, et puis cette grande voile qu'on voit, qui n'est pas une voile solaire, ce sont des pare-soleils qui vont protéger le miroir et les instruments du télescope du rayonnement, en particulier du Soleil, mais aussi de la Terre et de la Lune qui émettent très fortement dans l'infrarouge. Donc ça lui permettra d'être protégé et de pouvoir observer le reste du cosmos. Et c'est grand, vous me disiez, comme un terrain de tennis, c'est ça? Ouais, c'est ça. Alors la voile dont parle Romane, c'est en fait la partie inférieure au miroir. Donc le miroir, vous le voyez, il est jaune, il est couvert d'or d'ailleurs. Romane nous expliquera pourquoi tout à l'heure. Et donc cette voile, en fait, elle est très très fine, elle a 5 couches. Alors c'est vrai qu'on s'attendrait à avoir une vraie voile de bateau, hein, mais c'est vraiment la voile de ce vaisseau. Donc vous voyez sur les parties inférieures, donc elle a 5 couches, et cette surface-là,
représente l'équivalent d'un terrain de tennis. Et donc c'est ce qui a été envoyé dans le ciel à bord de la fusée Ariane au mois de décembre dernier. Sauf que ça a posé des problèmes évidemment, parce que c'est grand mine de rien cet engin. Voilà, donc c'est un terrain de tennis et le miroir il fait 6,5 mètres de diamètre. Et la fusée actuelle qui est la plus grande qui existait, elle fait 5 mètres, 5,4 mètres de diamètre. Donc on pouvait déjà même pas rentrer le miroir complètement déployé dans une fusée. Donc il a fallu inventer des mécanismes de repliement pour ce télescope. Et il y en a eu plus d'une centaine qui ont été élaborés par des ingénieurs, les ingénieurs de la NASA, mais aussi de l'Agence européenne spatiale et du Canada, pour concevoir tous les mécanismes les plus ingénieux possibles et les plus efficaces possibles pour replier le télescope, le faire rentrer dans la fusée. Et ensuite le déployer là-bas dans l'espace. Et ensuite qu'il se déploie automatiquement dans l'espace. Donc ça aussi, c'était une prouesse. C'est le premier satellite à avoir été envoyé qui s'est déployé dans l'espace. Donc on l'a plié. Hein. Vous connaissez les origamis, hein, les papiers justement qu'on plie, les petits papiers japonais là. C'est exactement ce qu'ils ont fait avec le télescope. Hein. Voilà. Donc ça, c'est une vraie photo du télescope tel qu'il était dans les containers de la NASA, peu de temps avant, quelques mois avant son lancement. Et donc vous le voyez complètement replié. Donc là, il fait encore 10 mètres de hauteur. Hein. Mais vous voyez par rapport aux techniciens en bas qu'on n'est plus sur la surface d'un terrain de tennis et qu'on a pu, comme ça, le faire rentrer dans la coiffe de la fusée. Donc la coiffe, c'est vraiment la partie supérieure de la fusée qu'on voit ici. Donc c'est une vision d'artiste ici, où on voit le télescope replié dans la partie, la tête de la fusée. Et la fusée Ariane, Romane, elle fait combien de hauteur justement ? Alors la partie supérieure, elle fait 12 mètres. Donc, mais là, toute la fusée ? Toute la fusée, je pense qu'on est sur presque 30 mètres. 30 mètres, ouais. Et donc 12 mètres uniquement dans la partie supérieure où s'est logé le télescope plié comme un petit papier, quoi. Voilà, avec un diamètre de 5,4 mètres. Et donc, ça, le pliage, c'est un truc de fou en fait. Oui. Ça a pris des années et des années pour trouver la bonne que vous imaginez. Pour être capable de plier un tel instrument, c'est pas du papier pour le coup. 30 ans de conception, c'est fou parce il y a vraiment le temps long de la recherche fondamentale, quoi. Alors il y a le temps. Ce qui était aussi très intéressant, c'est que vu que c'est quand même 30 ans, pendant ces 30 ans, il y a quand même des avancées aussi scientifiques qui ont été faites. Donc des avancées technologiques sur les matériaux utilisés, mais aussi scientifiquement en astrophysique. Pendant ce temps-là, on faisait des nouvelles découvertes et on en parlera probablement tout à l'heure. Et alors, il y a eu ça n'a pas été sans nuages, non ce lancement du satellite, du télescope James Webb. Est-ce que vous pouvez nous parler en 2 mots des obstacles que vous avez rencontrés ? Alors oui, est-ce que je montre d'abord parlons de ça déjà, puisqu'on est sur le lancement. Alors là, on est sur le lancement, petite rétrospective de ce à quoi il a ressemblé, une petite vidéo du lancement. Oui. 10, 9, 8, 7, 6, 5. C'est en décembre, 4, ça. 3, jour de Noël. 2, unité, top. And we have engine start. Donc à Kourou, en Guyane. And liftoff. UAP, décollage. Décollage, liftoff from a tropical rainforest to the edge of time itself. James Webb begins a voyage back to the birth of the universe. Là, tous les scientifiques étaient accrochés à leur siège. Punching a hole through the clouds, 20 Parce qu'il y a 10 seconds milliards into de the dollars là en flight, jeu the quand pitch même. Donc il ne faut pas que la fusée program explose. Donc surtout l'Europe. Espérait qu'elle explose pas, sinon ça allait nous retomber dessus. Trajectoire est nominale. Trajectoire est nominale. Vehicle performance is nominal. Ça veut dire quoi ? C'est l'adjectif qu'on a entendu pendant 1 mois, tant que le télescope arrive à 1,5 million de kilomètres de la Terre, et ça voulait dire que tout se passait comme prévu. D'accord. C'est nominal. Nominal. Bon, tout va bien. Tout va bien. Comme nous, c'est nominal. Voilà. D'accord. Donc là, ça y est. Donc le voilà, disparu dans les nuages, en direction pour le point de Lagrange 2. Et ensuite, il a voyagé pendant 1 mois jusqu'au point où il se trouve actuellement, à 1,5 million de kilomètres de la Terre. Et pendant ce mois, en fait, tout l'origami s'est déployé. Donc là, sur ce schéma, on représente en fait chacune des étapes, parce que bien sûr, ça ne s'est pas fait en un claquement de doigts. Comme on le disait tout à l'heure, c'était un travail minutieux, donc il a déjà fallu tester tout ce déploiement sur Terre. C'est aussi pour ça qu'il a été décalé. Il y a eu beaucoup de retard, parce qu'on a fait ces tests sur Terre, il y a eu des déchirements, le bouclier s'était déchiré sur Terre, donc il a fallu pallier à ce problème. Remplacer les matériaux, vérifier que ça allait refonctionner. Et donc dans l'espace, ça a pris 3 semaines.
Donc on a commencé par déployer d'abord les panneaux solaires, parce qu'on était toujours proche du Soleil, donc il fallait charger les batteries du télescope tant qu'il était dans le voisinage du Soleil. L'antenne de communication avec nous ensuite, 30 minutes après le décollage. Donc 30 minutes, il se sépare de la fusée Ariane, et là tout de suite, il sort ses panneaux solaires et son antenne. Et puis, on voit le fameux bouclier qui commence à se déployer d'abord dans la longueur, donc un peu comme une fleur qui s'ouvre. Et donc ça a pris 6 jours quand même, le déploiement dans la longueur, puis dans la largeur, puis de chacune des couches qu'on voyait. Il y a 5 couches très fines, c'est un matériau très très fin. C'est pour la première couche une moitié de millième de cheveux, et après un quart de millième de cheveux chaque épaisseur. Donc c'est vraiment très fin, mais ça permet de refroidir suffisamment le télescope pour qu'il fonctionne. Et ensuite, le miroir qui s'est déployé. Donc on voit qu'il était replié là, avec des petites ailes sur le côté. Donc le miroir primaire, je peux me lever, ici, donc le gros miroir fait des 18 segments, c'est le miroir primaire, sur lequel la lumière des astres est collectée. Donc on a besoin d'une grande surface collectrice. Et puis il va réfléchir cette image sur le miroir secondaire là-bas, qui renvoie ensuite, qui concentre les rayons et les envoie au centre du miroir central, vers les instruments qui se trouvent derrière le miroir. Et donc on aime bien faire l'analogie de dire que le miroir, c'est comme l'œil de l'être humain, et les instruments, c'est comme le cerveau qui analyse en fait tous ces résultats. Et c'est donc le plus grand œil qui ait jamais existé pour un instrument comme ça. C'est-à-dire que là, donc cet œil, il fait 6 mètres de diamètre, et jamais on avait construit un œil aussi grand. Et ça fait toute la différence par rapport aux images qu'on récolte aujourd'hui. Donc grâce à James Webb, et grâce à son grand œil, eh bien, on est capable aussi de voir beaucoup plus de choses dans notre univers. Voilà, exactement, et de collecter des lumières très très fines, très très faibles, qu'on n'aurait pas pu voir avec d'autres télescopes. Donc c'est pour ça qu'on veut construire des télescopes de plus en plus grands. Alors je disais tout à l'heure, Roman, il est jaune ce miroir, vous le voyez jaune parce qu'il est recouvert d'or. Mais pourquoi est-ce qu'on met de l'or sur un miroir? Parce que ça doit coûter très cher, ça aussi. Voilà. Alors, est-ce que vous savez pourquoi est-ce qu'on met de l'or sur un miroir? Alors, c'est par rapport à la réflexion, c'est parce qu'on est dans le domaine infrarouge. Donc, le télescope, il opère pas dans le visible, mais dans l'infrarouge. Et donc, dans l'infrarouge, l'or, c'est ce qui réfléchit le mieux la lumière infrarouge. Donc ça va réfléchir beaucoup mieux que du verre, parce que dans le visible, on utilise des miroirs en verre. Le télescope spatial Hubble était en verre. Et dans l'infrarouge, c'est ce qui va réfléchir le mieux, de façon plus efficace, les lumières infrarouges et pouvoir les renvoyer vers ce miroir secondaire. Donc c'est pour ça que c'est de l'or. Mais en effet, c'est pas pour ça qu'il était aussi cher, parce que je vous rassure, il n'y a que quelques grammes d'or sur James Webb. Donc c'est pas ça qui a déterminé le prix du télescope. On n'a pas répondu à la question de Christophe là, sur les aléas au début. Justement, aléas. Non, mais j'imagine que ça ne doit pas être facile. Et les sueurs froides. Voilà, donc il y a eu quelques sueurs froides en effet sur ce déploiement, parce qu'on vous dit 3 semaines. Il y a encore 20 à 30 ans, il faut savoir qu'une mission comme ça, elle n'aurait jamais été validée par les institutions, les différentes agences spatiales. On ne déployait pas un télescope dans l'espace, c'était une hérésie. Donc plus de 300 mécanismes qu'il a fallu tester pendant de nombreuses années. Et en fait, au moment de déployer ce fameux bouclier thermique, il y a différents capteurs qui étaient censés nous envoyer, valider en fait que chaque étape était effectuée correctement. Et au moment donc dans les premiers jours, quand le déploiement a été effectué, il y a eu un détecteur qui s'est pas allumé. Donc à la NASA, ils étaient tous en train de transpirer, plus de sourire, les visages blêmes, en train de se regarder et de se dire ça y est, la mission vient d'échouer. Et donc ils ont passé 24 heures à essayer d'analyser tous les tests et de faire tous les tests supplémentaires possibles, donc mécaniques et électroniques, pour vérifier pour essayer en fait donc une étape de déploiement qui ne se faisait pas. Et là, c'est un ingénieur qui a débarqué dans la salle et qui a dit « Mais attendez, la température du bouclier est tellement froide que c'est impossible que l'étape précédente ne se soit pas produite. Donc c'est juste que le capteur ne s'est probablement pas allumé et on continue. » Et donc ils ont fait le choix de continuer.
Et ils ont eu raison. Et ils ont eu raison. Ils ont eu raison. Il y a toujours une part d'audace et presque d'improvisation, en dépit de tous les garde-fous scientifiques, les pare-feux de toutes sortes. Oui, bah il faut s'assurer qu'on ne peut pas faire mieux. Et puis, à un moment, il faut se lancer. Et alors, vous me disiez, il est où précisément le télescope James Webb aujourd'hui? Alors, il est à 1,5 million de kilomètres de la Terre. Donc, on entend souvent parler du point de Lagrange 2. JWST, c'est télescope James Webb, je dis pour ceux qui... On met l'acronyme un peu partout. Donc, c'est en anglais, James Webb Space Telescope, JWST. Et donc, le point de Lagrange 2, c'est un point d'équilibre. Donc, c'est-à-dire que à ce point de Lagrange 2, on peut mettre un objet, c'est un point fictif, mais si on met un objet en ce point-là, il va suivre la Terre dans son orbite autour du Soleil. Donc, c'est extrêmement économique en carburant, parce qu'une fois qu'on l'a envoyé là-bas, si on le pose au point de Lagrange 2, pas besoin de carburant, il va suivre la Terre autour de son orbite autour du Soleil. Donc, pour ça, c'était extrêmement intéressant. Mais vous voyez que si on compare par rapport à Hubble, donc Hubble, c'est l'un de ses prédécesseurs. On va parler de Hubble après, oui. Qui opérait dans le visible, et lui qui est très proche de la Terre. Il est à 600 km au-dessus de notre tête. Il fait le tour de la Terre en 1 jour et demi. Et du coup, ce qui nous a permis d'aller le réparer plusieurs fois. Et ce qu'on ne pourra pas faire avec le James Webb. Donc c'est aussi pour ça que la mission a mis 30 ans à être élaborée, parce qu'il fallait qu'on s'assure vraiment que tout soit fait à la perfection. On n'allait pas aller pouvoir le réparer. Donc il a 4 fois la distance Terre-Lune, le James Webb. Et donc ce point de Lagrange 2, ici on vous a représenté une petite simulation de son orbite autour de la Terre et du Soleil. Donc non seulement il suit la Terre quand elle tourne autour du Soleil, mais il est aussi en orbite lui-même autour du point de Lagrange 2 pour notamment recharger ses panneaux solaires, ne pas se retrouver exactement dans l'ombre de la Terre, et charger ses panneaux solaires parce qu'il a besoin d'un petit peu d'énergie pour recalibrer sa trajectoire régulièrement. Et comme ça, vous voyez en fait aussi l'intérêt des panneaux solaires, qui en fait vraiment lui font un bouclier, c'est vraiment un bouclier thermique, qui le protège des rayonnements. Donc là, on est vraiment de la chaleur en fait du Soleil, c'est ça? Voilà, de la chaleur du Soleil, mais aussi de la Terre et de la Lune, qui dans l'infrarouge éblouirait le télescope. Et donc, c'est comme les projecteurs ici, si je peux pas vous voir, si je veux voir les gens dans la salle, il faut que je mette ma main devant pour vous voir. C'est un peu comme ça, pour ne pas éblouir le télescope pour l'observation du reste du cosmos. Et ça nous amène à une comparaison, c'est que ce télescope James Webb, il envoie des images infrarouges, ce qui n'était pas le cas du télescope de Hubble. Est-ce que vous pourriez nous montrer peut-être des images, vous savez, dans lesquelles on compare les deux? Oui. Ouais, alors du coup, oui, on peut. Ouais, là, on inverse tout, mais c'est pas grave. Non, c'est le contraire de ce qu'on avait dit, mais c'est pas grave. Donc l'infrarouge, c'est du direct. Voilà, c'est du direct. Donc l'intérêt de l'infrarouge, c'est vraiment de percevoir la chaleur des objets. Donc là, l'exemple, c'est un technicien de la NASA qui a gentiment accepté de faire cette expérience. Donc il cache quelque chose derrière ce sac poubelle. Donc à l'œil nu, on ne peut pas savoir ce qu'il cache derrière. S'il a une arme à feu, un jouet, un bouquet de fleurs. Et si on met des lunettes thermiques, on va pouvoir voir ce qu'il y a à travers. Et la surprise ou déception, il n'y a pas grand-chose à part son bras. Mais on voit très bien son bras et le sac poubelle opaque est devenu transparent. Donc ce que nous permet l'infrarouge, c'est de voir à travers l'opaque et de caractériser la chaleur des objets qui se trouvent derrière, donc un corps humain ici, mais ça peut être les objets célestes du cosmos. Donc c'est à ça vraiment que sert l'infrarouge. Et donc peut-être je peux vous montrer les piliers de la création. Excusez-moi, on le fait un peu à l'envers. Voilà. Donc là, c'est pour vous montrer l'une des images emblématiques. Ça, c'est en fait le télescope Hubble. Vous l'avez connu pour l'image de gauche. C'est une image qu'on a vue partout, qui sert à vos fonds d'écran d'ordinateur, qui a circulé depuis très très longtemps. Et déjà à l'époque, ça nous avait beaucoup ému de voir cette photo et cette beauté de cette pouponnière d'étoiles qui se trouve dans la nébuleuse de l'Aigle. La nébuleuse de l'Aigle, exactement. Et on voit à droite la même image prise récemment par James Webb. Et vous voyez la différence de brillance? Vous voyez toutes les étoiles à droite qu'on ne voyait pas à gauche? C'est la différence précisément entre la lumière visible et l'infrarouge. Ce que permet l'infrarouge à droite, c'est justement d'aller chercher la chaleur, par exemple, des étoiles, ce que ne pouvait pas faire Hubble à gauche. Donc là, on a
tout l'intérêt des deux appareils, c'est que vraiment, ce que l'œil peut voir, c'est ce que vous avez à gauche. C'est-à-dire que si on était vraiment à côté de cette nébuleuse, on pourrait quasiment la voir comme ça. Et à droite, c'est absolument impossible avec nos yeux d'humains de pouvoir percevoir toutes ces étoiles. Et là, c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'on est vraiment rentré dans une nouvelle période de l'astronomie, dans un âge d'or extraordinaire grâce à ce télescope, avec des choses qu'on n'a jamais vues avant. C'est parce qu'à droite, pour les scientifiques, voir cette image avec toutes ces étoiles qui scintillent, eh bien, ce sont des découvertes majeures, Roman. Hein. Ce sont des choses qu'on ne pouvait pas voir avant et qui se révèlent tout d'un coup grâce à l'infrarouge. On va pouvoir aller sonder c'est ce qu'on appelle ces nébuleuses, qui sont en fait des nuages de poussière. Et on sait aujourd'hui que c'est dans ces nuages de poussière que se forment les étoiles et les futures planètes. Donc là, on va vraiment pouvoir aller sonder la formation des jeunes étoiles dans ces nuages de poussière. Ouais, c'est comme vous appelez ça les pouponnières d'étoiles, hein, c'est ça, mais c'est comme un berceau en fait. Ce que vous voyez à droite, imaginez un berceau, sauf qu'il y aurait beaucoup d'enfants, et ces jeunes enfants, ces jeunes bébés, ce seraient des étoiles, toutes jeunes, et qui justement, au moment de leur jeunesse, envoient beaucoup de lumière. Hein. C'est aussi un des phénomènes de la jeunesse de l'étoile, c'est qu'elle elle est très dynamique, donc très elle a beaucoup de lumière, beaucoup de chaleur à envoyer. Ouais, c'est ça, exactement. Et donc, du coup, on le voit sur cette image, avec tous les zones rouges. En fait, toutes les zones rouges que vous voyez sur cette image sont des zones très chaudes où une étoile est en train de s'allumer, en fait. Et donc, c'est dans ces régions que le James Webb va pouvoir zoomer et aller voir vraiment des étoiles en train de naître. Je crois qu'on c'est à proximité du Soleil. Alors ça, c'est à... La pouponnière d'étoiles, elle est où? Elle est à 6500 années-lumière de nous. Ah ouais. Donc elle est assez loin en fait. Elle est assez loin quand même. Alors elle est assez loin pour nous, mais à l'échelle de l'univers, c'est la banlieue du système solaire. Hein. On reste donc, vraiment tu dis, très Roman, proche. 6000 années-lumière, c'est ça? 6000 années-lumière. Et une année-lumière, c'est 10 000 milliards de kilomètres. Voilà. Donc vous vous rendez compte, une année-lumière, c'est 10 000 milliards de kilomètres, et là on multiplie par 6 000. Voilà. Donc ça fait du chemin. Donc il faut 6 000 ans à la lumière. Donc là, pour qu'on puisse voir ces piliers de la création, la lumière a mis 6 000 ans avant d'arriver dans le télescope et donc d'arriver sur Terre. Donc on la voit telle qu'elle était il y a 6 000 ans. Donc aujourd'hui, elle ne ressemble plus exactement à ça. Et eux, s'ils nous regardent de là-bas, bah, ils voient la Terre il y a 6 000 ans. Donc ils ne nous voient pas nous. Mais qui ça, eux? Mais comment ça? Il y aurait des gens, on ne nous aurait pas prévenus? Si quelque chose nous observe depuis là-bas, ils ne nous voient pas nous, mais ils voient la Terre. Il n'y a personne, les enfants là-bas, il ne faut pas la croire. Il y a donc très longtemps, effectivement. Et là, c'est une autre image, on passe de Hubble à James Webb, là, c'est ça? Qu'est-ce qu'on voit là? Alors là, c'est la première image scientifique. Donc on vous a montré une image emblématique avant, mais là, c'est vraiment l'une des premières images scientifiques qui est parue cet été avec le James Webb. C'était le 12 juillet, très précisément. Et cette image que vous voyez à droite, elle a été révélée, donc c'était la toute première de James Webb, elle a été révélée par le président Joe Biden lui-même. C'est-à-dire que c'était tellement important, ce champ profond de l'univers, que Joe Biden lui-même, c'était pas arrivé depuis Kennedy avec l'arrivée des premiers hommes sur la Lune. Joe Biden a commenté cette image avant même tous les astronautes et tous les astronomes du monde entier qui étaient comme des fous derrière leurs ordinateurs et leurs comptes Twitter. Et donc c'est lui qui a présenté cette image qui est extraordinaire et Roman va vous expliquer pourquoi elle est extraordinaire. À votre avis, qu'est-ce que vous voyez d'ailleurs? Tiens, on pourrait vous demander sur l'image de droite, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça représente ce champ profond? À votre avis? Tiens, les enfants. Les galaxies? Ouais. Il y a quelqu'un qui lève la main là-bas. Alors, première galaxie. Les premières galaxies, dit. Ouais. C'est ça, on voit des galaxies très vieilles, mais pas que. Qu'est-ce qu'on voit d'autre? Une lentille gravitationnelle. Ah, mais alors, donc ça, tu viens de la découvrir ou Non. Tu l'avais lu? Ah oui. Oui. Donc, on a un public d'érudits là. Il y a une lentille, là. un effet de lentille gravitationnelle, donc on essayera de décrire. Ah, est-ce qu'il y a des trous noirs? Alors, il y a probablement des trous noirs dans ce champ-là, mais on ne peut pas les voir. Pourquoi? Parce que qu'ils sont noirs. Parce qu'ils n'émettent pas de lumière. Donc, vous avez probablement entendu d'images de trous noirs qui ont été faites récemment. Donc, c'est pas dans l'infrarouge, c'est dans le domaine radio.
Et c'est pas l'image du trou noir en fait qui a été faite, c'est vraiment la matière autour du trou noir, très très proche, qui est en train d'être accrétée, qui finira par être accrétée dans le trou noir. Mais on ne peut pas voir un trou noir parce que par définition, un trou noir, il est tellement massif que même les rayons de lumière ne peuvent pas s'échapper. Mais il y a probablement des trous noirs dans cette région. Et donc cette région, ce champ profond, ce qu'il faut s'imaginer, c'est une toute petite région. C'est à peine la surface d'un grain de sable quand on regarde la nuit étoilée. Donc c'est vraiment un tout petit patch qui a été choisi donc, au temps du télescope Hubble, dans les années 90. Ils se sont dit, bon, maintenant on va essayer d'aller voir une région du ciel peu explorée, où on pense qu'il n'y a aucune étoile connue, aucune nébuleuse, galaxie. Et on va laisser poser le télescope, donc observer le télescope pendant plusieurs heures, jours, semaines, voir ce qu'on collecte. Donc la première expérience, ils l'ont fait sur 11 jours. Et ils ont laissé, comme un appareil photo, un temps de pause de 11 jours que vous laisseriez sur le cosmos. Et voilà ce qu'ils ont obtenu. Donc cette image de gauche, où on voit en fait que c'est pas vide, il y a énormément d'étoiles. Donc les étoiles, c'est facile à reconnaître. On les voit avec les petites les croix, qui sont des aigrettes. Et des galaxies, donc qui sont un peu représentées par les couleurs rougies, qui sont un peu plus avec des formes allongées. Et donc ça avait pris... donc la première image, c'était 11 jours. Là, celui-ci, c'est quelques semaines. Et ce qui est remarquable avec le James Webb, c'est que l'image de droite, on l'a obtenue en quelques heures. 12 heures de temps de pause avec le James Webb pour une qualité bien meilleure d'image observationnelle. On voit qu'il y a beaucoup plus d'objets, donc des étoiles et des galaxies. Et aussi, bien remarqué là-bas, un effet de lentille gravitationnelle. Donc qu'est-ce que c'est ? On peut voir, si on regarde un peu plus près ou un peu plus en détail cette image, on voit qu'il y a comme des arcs, que les galaxies là, elles suivent des arcs un peu autour de cette région centrale. Et donc ce que c'est, en fait, c'est que la région centrale, donc ce qu'il faut dire, c'est que les objets qu'on observe sur ces images, elles ont été, vous voyez qu'elles sont codées en bleu, en jaune ou en rouge, donc ça indique leur distance. Donc plus c'est bleu, plus c'est proche de nous, plus c'est rouge, plus c'est éloigné. Donc les plus rouges sont les galaxies les plus vieilles. Et sur cette image, il y en a une qui a plus de 13 milliards d'années. Donc on se rapproche vraiment de l'âge presque de l'univers. On se rapproche du Big Bang. Et donc ces arcs, ils sont provoqués. Donc les étoiles centrales, elles sont environ à 4 milliards d'années-lumière de nous, donc elles sont assez loin. Et elles sont tellement massives qu'elles courbent l'espace. Elles courbent l'espace, et donc vous avez probablement entendu de l'espace-temps. Donc l'espace étant courbé, en fait, les rayons lumineux ne vont plus en ligne droite, mais ils vont suivre la courbure de l'espace, et comme ça, ils vont contourner cet amas central, parce qu'en fait, les galaxies qu'on voit sous forme d'arc, ici, elles sont cachées derrière cet amas, mais vu que l'espace est courbé par ces amas d'étoiles très massifs, elles contournent, et elles nous arrivent sous cet effet d'arc qu'on appelle des lentilles gravitationnelles. Donc c'est ça qu'on voit. Mais ce qui est très émouvant dans ces deux images d'ailleurs, parce que la première image, elle a été révélée le 24 décembre 1995. C'était le jour de Noël. Et imaginez en fait qu'on envoie comme ça un télescope dans le ciel, donc le ciel est noir, il n'y a rien, on se dit, bon, on va, comme l'a décrit Roman, on va poser notre télescope comme un appareil photo, ou comme un pêcheur en mer, on va jeter le filet. Et puis on verra bien les poissons qu'on va pêcher. Et ça a été une énorme découverte, parce qu'on ne pensait pas trouver autant de choses à l'époque. Et cette seconde image le confirme, c'est-à-dire que le fait de voir autant de galaxies, autant de jeunes étoiles, c'était aussi un bouleversement pour l'astronomie, parce que tout d'un coup, on voyait que dans des endroits prétendument obscurs, donc vides du ciel, tout d'un coup, on avait des milliers de galaxies. Et quand on sait que chaque galaxie compte à elle seule des milliards d'étoiles, cette image, elle est bouleversante, elle est époustouflante, parce que tout d'un coup, dans un vide, on se rend compte qu'il y a des milliards et des milliards d'objets, et donc potentiellement des milliards de planètes également. Et donc c'est vertigineux, parce que Roman nous parle d'un grain de sable. C'est comme si la pointe de votre stylo-bille récupérait ou abritait des milliards d'étoiles et des milliers de galaxies. Donc ça, multiplié par l'immensité du ciel, enfin je sais pas, c'est vertigineux quand même, non ? Vous trouvez pas ? C'est magnifique. C'est un truc de fou. C'est magnifique. Voilà. Donc ça, c'est pour ça aussi que cette première image a été révélée, parce qu'elle était très bouleversante aussi pour la connaissance. Oui, tout à fait, ouais, très... Donc, est-ce que finalement on est si seul que ça dans cette immensité ? Ça, c'est la grande question. Ah oui, c'est la question, parce que est-ce que James Webb nous permet de
de voir d'éventuelles et très lointaines exoplanètes? Alors ça, oui, c'est une autre des questions auxquelles s'intéresse le James Webb. Donc ça, on peut y venir là. C'est beau, ça vous montrer des choses sublimes là, mais Oui, je peux décrire un peu avant d'arriver aux exoplanètes. Juste là sur l'image d'avant, donc dans un petit patch, un petit rectangle, on a identifié en effet la galaxie la plus vieille jamais identifiée jusqu'à aujourd'hui. Et donc celle dont on parlait tout à l'heure, hein, qui a plus de 13 milliards d'années. Donc elle a 13, quasiment 5 milliards d'années. Donc elle se trouve à quelques millions d'années après le Big Bang. Donc c'est la petite galaxie ici dans le carré rouge. Et ça, c'est vraiment la question pour laquelle le James Webb a été conçu initialement. C'est vraiment d'aller chercher ces premières lumières de l'univers, d'aller chercher la lumière des premières étoiles, des premières galaxies, pour comprendre comment elles se forment, comment ces premières étoiles se sont formées en galaxies, par rapport aux galaxies plus jeunes, à quoi elles ressemblent, etc. Donc c'était le... Exactement, c'est ça la machine à remonter le temps, effectivement. C'est qu'on arrive à remonter 13 milliards d'années en arrière. D'ailleurs, il y a quelque chose qui est assez étonnant, parce que la lumière, elle met tellement de temps à nous arriver, 13 milliards d'années, c'est évidemment très très long. C'est-à-dire que cette galaxie qu'on voit aujourd'hui, c'est le temps que la lumière a mis à nous parvenir dans notre œil, enfin en tout cas dans celui de James Webb. Mais peut-être que cette galaxie, elle n'existe plus. Peut-être qu'elle est morte, et que sa lumière n'émet plus du tout. Et donc, ces particules de lumière, elles sont en chemin, mais peut-être que l'objet galaxie, lui, n'existe plus déjà. Peut-être qu'elle est morte, voilà. Mais peut-être qu'elle vit encore. Voilà. On ne sait pas. On ne sait pas. On pourra re-regarder dans 13 milliards d'années. Enfin, pas nous. Et donc, du coup, Christophe, tu demandais si on a des... Si le télescope James Webb permettait de trouver ou d'apercevoir, lointainement bien sûr, des planètes qui seraient dans la même position que la Terre vis-à-vis d'un Soleil. Alors, pour ça, on regarde donc dans ces régions de... Donc là, on vous remontre les piliers de la création. Donc, on vous a dit que les zones rouges, c'est là où se forment... C'est très beau. Où se forment... oui, c'est vrai que c'est majestueux. C'est vraiment... On pourrait croire à un tableau. Parce que bon, c'est quand même des fausses couleurs, il faut le préciser. Hein, vous peignez très bien, hein, bravo. C'est partie des facultés nécessaires de l'astrophysicien. Mais donc ce qu'on voit ici, c'est donc dans ces régions rougies il faut là. préciser, c'est une photo, hein, vraiment. C'est comme une photo. C'est retransmis dans des couleurs visibles par nos yeux. Donc c'est des fausses couleurs, mais si on pouvait les voir avec nos yeux, ça se représenterait de cette façon-là. D'accord. Donc ce qu'on voit ici, c'est vraiment la poussière du nuage qui est sculptée par les étoiles environnantes, hein, qui vont vraiment tailler le nuage, faire ces espèces de falaises cosmiques et vraiment sculpter le nuage. Et donc les zones rouges ici, c'est là où se forment, naissent les étoiles. Et quand elles naissent, eh ben, elles prennent la matière qu'elles ont autour d'elles, hein, du nuage, de la matrice nuage parent, et elles vont comme ça, avec cette poussière et ce gaz, constituer leur cortège planétaire. Donc là, c'est un petit zoom sur l'une des falaises, où on voit vraiment à l'extrémité rouge l'étoile en train de se former. Et ça, c'est une étoile en train de naître. Donc au milieu du papillon, là, se trouve en fait l'étoile en train de se former, son cortège planétaire. Donc on n'a pas encore zoomé suffisamment, mais on voit en fait que c'est extrêmement énergétique. Toute la matière qu'on voit autour, c'est du gaz chaud et de la poussière, que cette matière est aussi en train d'éjecter, tout en ayant autour d'elle le reliquat du nuage parent dans lequel elle est née, le nuage interstellaire dans lequel elle est née. Et alors, est-ce qu'on passe aux exoplanètes ou à la... Puisqu'on a la naissance, on va montrer la mort aussi d'une étoile. La mort Romane, d'une étoile. Donc on voit aussi, vu qu'on observe tout l'espace, ce qui est intéressant, c'est qu'on remonte le temps, mais on remonte le temps, on regarde pour ça plusieurs objets, plusieurs distances. Donc si on veut voir des galaxies très très jeunes, on va aller très loin dans l'espace. On peut regarder dans certaines zones où on sait qu'il y a des étoiles qui naissent, mais on peut voir d'autres étoiles mourir. Et donc une étoile qui meurt, ça ressemble à ça. Donc c'est quand même aussi assez majestueux. Hein. C'est la même étoile, hein, d'un côté comme de l'autre. C'est la même image, oui, vue avec deux instruments différents du James Webb. Donc vous voyez, il y en a un qui est dans l'infrarouge très proche et l'autre l'infrarouge moyen. Et donc ce que ça nous permet de voir, donc l'étoile est vraiment au centre et on voit qu'elle est en train d'éjecter la matière autour d'elle. Donc elle va nourrir comme ça, elle va éjecter tous les éléments chimiques qu'elle a formés, le carbone,
l'azote, le calcium qui constitue vos squelettes ou le fer dans votre sang, il a été formé dans le cœur d'une étoile. Il a été formé dans le cœur d'une étoile et quand cette étoile meurt, elle redistribue tous ces éléments chimiques dans l'espace, ce qu'on appelle le milieu interstellaire, donc le milieu entre les étoiles. Et comme ça, elle va pouvoir nourrir une nouvelle génération de nuages interstellaires, de ces grandes nébuleuses, comme on voyait juste avant, qui vont se former de cette matière, ces cendres d'étoiles, pour enrichir chimiquement le milieu interstellaire et les futures générations d'étoiles. Et c'est comme ça que notre Soleil est né d'ailleurs. Hein. Notre Soleil à nous, dans notre système solaire, il s'est nourri d'étoiles mortes qui ont éjecté justement leur matière. Alors j'ai une question toute bête à poser, mais peut-être que vous pouvez répondre simplement, parce que je sais que ça peut poser beaucoup de problèmes, mais pourquoi il y a un infrarouge proche et un infrarouge moyen ? Alors oui, ça c'est une question importante, intéressante. Donc, parce que l'infrarouge, c'est un domaine de longueur d'onde assez grand, et plus on change de longueur d'onde, on peut observer à des températures différentes. Donc là, c'est intéressant de voir ça, parce que là, l'infrarouge proche, il va tracer des températures plus chaudes, plus énergétiques. Donc cette étoile qu'on connaissait déjà avant de la pointer avec le télescope spatial James Webb, on savait qu'il y avait une étoile qui mourait et qui était en train de faire cet halo de matière autour d'elle. Et avec le James Webb, ce qu'on découvre, si on la regarde dans l'infrarouge moyen, plus froid, donc on s'affranchit de toute la chaleur, le matériel très énergétique de cette étoile, et en fait, on a découvert que ce n'était pas une étoile, mais 2 étoiles au centre. Donc là, on voit les 2 points. Hein. Les 2 points, c'est une étoile. Donc, elle n'est pas toute seule, et ça, c'est aussi des découvertes qu'on est en train de faire grâce à cet infrarouge moyen auquel on n'avait pas accès depuis la Terre. Et c'est pour ça aussi qu'on dit que le James Webb a ouvert une nouvelle fenêtre d'observation sur l'univers, parce qu'il nous a ouvert cette région du spectre en fréquence. D'accord. Donc c'est un système binaire, quoi. Voilà. On a Ouais, un couple d'étoiles qui vivent système ensemble. Ça permet de binaire. voir Exactement. sous d'autres angles. Et alors les fameuses exoplanètes, alors Alors, les fameuses Pardon, exoplanètes. on répond pas à la question, c'est vrai. non mais j'y arriverai. Hein, Ah, ouais. On partira pas d'ici tant qu'on n'aura pas répondu. Donc ça, voilà, là c'est une image d'artiste, attention, c'est pas une vraie image, mais donc comme on vous disait, il y a probablement autant de planètes que d'étoiles. Donc aujourd'hui, on a observé que 5000 exoplanètes. Donc exoplanètes, ça veut dire toutes les planètes qui sont en dehors du système solaire. Planète, on le garde en gros pour les planètes du système solaire, et toutes les planètes en dehors, on met le mot exo devant. Donc on en a découvert 5000 aujourd'hui. Et peut-être ce qui est intéressant de dire, c'est que depuis les années 95 qu'on en observe. Et c'est de façon exponentielle. Mais bon, 5000 sur des milliards, il nous en reste encore beaucoup à découvrir. Et donc ici, c'est pour vous une image d'artiste, encore une fois, mais qui a travaillé en proche collaboration avec des scientifiques pour essayer de représenter le plus réalistiquement possible à quoi pourraient ressembler ces 5000 exoplanètes. Donc là, c'est juste un échantillon de ce qu'il a fait. Mais il a mis en dessous de chaque planète sur le vrai nom de cette planète, donc c'est des codes barres souvent avec 10 chiffres, des numéros de sécurité sociale, mais bon, c'est vraiment pour dire qu'il a vraiment travaillé pour chacune des planètes, à essayer, en fonction des contraintes scientifiques qu'il avait sur la masse, la taille et parfois la composition chimique, de représenter au mieux à quoi pourrait représenter cette planète aujourd'hui. Donc là, on a les grosses gazeuses, par exemple, comme Jupiter ou Saturne, avec les anneaux. Voilà. Et puis on a les petites que vous voyez en haut, qui sont les petites telluriques, comme Mars, comme notre Terre. Alors justement, Romane, elle est où notre Terre là-dedans? Parce que Alors la Terre, est-ce que quelqu'un sait où est la Terre? dans toutes ces planètes, vous la repérez, hein? On la voit là-bas, ouais. Tout en haut, voilà, exactement. Voilà. Toute petite, tout en haut. Tout en haut, ouais. En dessous du E de bestiaire. Du dernier E de bestiaire. Ouais. Donc c'est pour vous donner un peu... Elle est très modeste, hein. On est très modeste. On est tout petit. Ouais. On est tout petit. Alors c'est vrai, ce qui est étonnant, c'est que jusqu'en 1995, comme l'expliquait Romane, on pensait finalement, d'une certaine manière, qu'il n'existait que 8 planètes dans le ciel, c'est-à-dire les nôtres, dans notre système solaire, puisqu'on n'en avait jamais découvert d'autres, on ne les avait jamais visualisées. Ce qui paraît incroyable quand on voit l'immensité qu'on vous a décrit tout à l'heure, avec ces milliards de galaxies, ces milliards d'étoiles, et donc ces milliards de planètes, et pourtant on connaissait que nos 8 planètes à nous. Et depuis 1995, donc avec Michel Mayor et Didier Queloz, depuis un observatoire d'ailleurs de Provence, ils ont pu pointer une exoplanète, c'était Pégasi 51b, je crois c'est ça? Exactement. Qui tournait autour d'une étoile, Pégasi.
Et donc, ça a aussi complètement bouleversé la connaissance. Et on considère d'ailleurs que l'âge d'or de l'astronomie, ce qu'on vit, cette période vraiment particulière de découverte aujourd'hui, c'est un peu comme Christophe Colomb, quand il partait sur les océans, à bord de son bateau au XVIe siècle, XVe et XVIe siècle, quand tous les grands navigateurs partaient à l'époque, ils découvraient des nouveaux continents, ils découvraient des mondes qu'on ne connaissait pas. Il faut imaginer que pour le ciel, 1995, donc vraiment très proche de nous, c'est exactement la même chose. C'est une période à laquelle on découvre de nouveaux mondes qu'on ignorait totalement et qui aujourd'hui donc sont ceux-là, par exemple 5 à 6 000 planètes. Et évidemment, on peut imaginer qu'il y en a des milliards et des milliards d'autres. Et évidemment, toute la question aujourd'hui, c'est de savoir est-ce qu'il existe une planète qui ressemble beaucoup à la nôtre et qui pourrait donc, de par sa distance avec son étoile, abriter des formes de vie. Et c'est aussi un des grands enjeux de James Webb, non pas de trouver de la vie, non pas de trouver un humain, mais de trouver ce qu'on appelle en science les biosignatures, donc les signatures de la vie. Donc ce sont des cocktails en fait de molécules chimiques qui pourraient signifier que on a découvert des traces de vie ailleurs. Et pour le moment, même chose, la vie n'existe que sur Terre, puisqu'on en a découvert nulle part ailleurs. Mais moi, je suis sûr qu'un jour, on va en découvrir ailleurs. Il faudra peut-être du temps, mais il n'y a pas de raison quand même, Romane, non ? C'est pour ça que quand on voit l'immensité de l'univers, c'est de plus en plus douteux de se dire qu'on est unique. Alors, l'unique forme de vie, du moins. Donc, pour le moment, c'est vraiment en train de changer dans la mentalité des scientifiques et dans la mentalité commune avec toutes ces découvertes. Et donc, ce qu'on essaye de faire justement avec le James Webb, enfin, ce qu'on va faire, c'est d'aller sonder les atmosphères d'un échantillon de ces exoplanètes qu'on a déjà détectées par ailleurs depuis la Terre. On va aller sonder leur atmosphère. Sonder leur atmosphère pour aller chercher les composés chimiques qui la constituent et chercher les cocktails éventuels chimiques traceurs qui pourraient caractériser de la vie. Donc quand on dit vie, ça peut être une bactérie, une plante, c'est pas forcément de la vie intelligente. Mais c'est au moins une signature qui montrerait qu'il y a un déséquilibre dans l'équilibre chimique de cette atmosphère qui est provoqué par une forme de vie comme nous on le fait sur notre Terre. Et d'ailleurs, il y a déjà des découvertes intéressantes, avec le CO2 par exemple, voilà, ou l'eau. Donc l'eau, un des cas tests du James Webb, c'est de savoir si on pouvait détecter facilement l'eau dans les atmosphères des exoplanètes. Donc ça a été validé très rapidement. Donc oui, on peut voir l'eau. Et puis, très rapidement, juste après, on a trouvé du CO2, donc du dioxyde de carbone, dans l'atmosphère d'une planète. Donc ça aussi, c'est vraiment remarquable parce que ça a été fait très rapidement avec le James Webb. C'est une prouesse. On avait essayé avec d'autres télescopes auparavant. Pardon. Et on n'arrivait pas à le détecter. Donc ça montre la précision du James Webb. Et le dioxyde de carbone, il est pensé... Voilà. Il est pensé comme étant justement une biosignature qui pourrait indiquer qu'il y a quelque chose de particulier dans l'une de ces exoplanètes. Et là, on en a déjà trouvé. Voilà. Donc c'est un élément intéressant sur lequel on pourrait enquêter. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que dans le ciel, il y a d'autres systèmes solaires qui ressemblent un peu aux nôtres. Il y en a un qui s'appelle TRAPPIST, par exemple. Ouais. Lui, il est vraiment intéressant. D'ailleurs, il s'appelle TRAPPIST parce que c'est des Belges qui l'ont découvert. Et comme les Belges ont de l'humour et qu'ils aiment la bière, ils ont voulu l'appeler TRAPPIST. Et ce système solaire, donc, qui s'appelle TRAPPIST, il a justement des planètes qui sont à distance assez équivalente de notre étoile, comme chez nous. Et donc, c'est quelque chose que risque d'étudier de très près, justement, James Webb, pour voir si on trouve de la vie ailleurs sur les planètes, par exemple, de TRAPPIST. Voilà. C'est parce que, du coup, on pense que dans ce système, il y a 8 planètes. Donc, c'est une toute petite étoile qui est détectée. Et il y a 8 planètes qui ont été détectées en orbite autour de cette étoile. Donc, sur ces 8 planètes, il y en a 3 qui sont dans ce qu'on appelle la zone habitable. Donc, qu'est-ce que la zone habitable ? C'est encore une vue très, très humaine. Monsieur, vous voulez... Non. Les questions, c'est après. La zone habitable, c'est en gros pas longtemps. La distance, la planète à la distance à laquelle elle se trouve de son étoile pour avoir de l'eau liquide. Et on pense que l'eau liquide, c'est extrêmement important parce qu'on pense que l'eau, c'est le solvant chimique. Donc c'est la soupe chimique dans laquelle toute la chimie prébiotique, donc avant qu'il y ait la vie qui se forme, va se connecter, former des réactions chimiques et potentiellement former des molécules biotiques, donc les bases des briques de la vie, quoi. Donc on pense que c'est dans l'eau que l'eau est nécessaire pour ça, donc on cherche des planètes avec de l'eau liquide. Donc c'est ça qu'on appelle les zones habitables.
C'est la distance à laquelle une planète se trouve de son étoile pour avoir potentiellement de l'eau liquide. Alors, dans la mesure où l'heure avance, peut-être qu'on peut commencer à voir les fameuses planètes dont vous parliez, parce qu'on a envie d'être dans le concret, d'être sur le télescope, debout au milieu de l'espace. Hein. Qu'est-ce On va qu'on peut voir Jupiter, voir? par exemple. Alors là, c'est une exoplanète. Là, c'est une exoplanète, donc une image directe qui a été faite avec le James Webb d'une exoplanète. Donc, vous voyez, c'est pas les belles images qu'on vous montrait d'artistes juste avant. Hein. C'est un petit point avec l'étoile ici, l'étoile dessinée qui est là où se trouve la position de la réelle étoile, qui a été masquée, parce que sinon on serait ébloui par la lumière de l'étoile et on ne verrait pas la planète. Mais ça, c'est une image directe du James Webb d'une exoplanète. Et donc, ce qu'on peut dire, c'est que ces petits masques, ils ont été rajoutés d'ailleurs sur le télescope que après la première détection d'une exoplanète, donc dans les années 2000, quand ils avaient déjà commencé à la conception du télescope qui a été faite dans les années 90. On vous a dit tout à l'heure que le télescope, il avait été conçu pour aller sonder les premières lumières de l'univers. Et quand en 95, ils ont découvert des exoplanètes, ils se sont dit, mais en fait, il faudra qu'on puisse aller sonder les atmosphères de ces exoplanètes. Pour ça, il nous faut l'infrarouge. Il faudrait concevoir un télescope infrarouge dans l'espace. Ah, mais attendez, la NASA est en train de travailler sur un télescope comme ça. Est-ce qu'on ne pourrait pas rajouter ça à l'ordre du jour, au cahier des charges du télescope? Donc, ça vous montre un peu aussi comment la science aussi avance pendant la technologie et qu'on a rajouté comme ça des missions scientifiques au James Webb. Donc ça, c'est l'exoplanète, donc en dehors de notre système solaire. Et puis voilà. Alors ce qui est génial aussi avec James Webb, et c'est pour ça qu'on l'aime aussi, c'est que non seulement il nous permet d'être une véritable machine à remonter le temps et d'aller donc très très loin, il y a très très longtemps, pour avoir des photos d'objets très très lointains, mais aussi des choses beaucoup plus proches de nous, comme notre bonne vieille planète Jupiter, par exemple, qui fait partie de notre système solaire. Et là, c'est intéressant parce que, vous voyez, première image de Jupiter en 1878, c'est ça ? C'est ça. Qu'est-ce qu'on avait d'ailleurs comme instrument à l'époque, Romane ? Alors là, je crois que c'est, je crois que c'est un télescope amateur. Je ne sais plus exactement lequel c'est, mais c'est vraiment. Donc ça, c'est émouvant déjà parce qu'on voit Jupiter. On imagine qu'à l'époque, ils n'avaient jamais vu la planète comme ça. Donc déjà, cette image, elle est belle en soi. Et ça, c'est la photo la plus récente de Jupiter, qui est extraordinaire de beauté aussi. Où on voit, donc c'est dans l'infrarouge encore une fois. Et ce que ça a révélé aussi en particulier, ce que vous voyez aux deux pôles de la planète, en vert, ce sont des aurores. Donc des aurores sur la planète Jupiter, qu'on voit ici sur cette autre image, au nord et au sud, et qu'on ne peut observer que dans l'infrarouge. Donc les aurores, ce sont ces les rayons qui arrivent boréales. du Soleil, Voilà. directement du Soleil, et qui viennent taper sur la planète. Les aurores boréales. Hein, exactement, Voilà. c'est le même principe. Ouais. Qui tapent au pôle de la planète et qui font ces couleurs qu'on peut voir sur Terre dans le visible, hein, le vert, qui sont révélés par les éléments chimiques, hein, donc l'azote par exemple, et qu'on ne peut pas voir dans le domaine du visible pour le James Webb, on peut les voir dans l'infrarouge. Donc avec James Webb, on a pu comme ça caractériser ces aurores. On va aussi pouvoir caractériser, vous voyez le tourbillon, là, le grain de beauté caractéristique de Jupiter, il va pouvoir être étudié vraiment en détail grâce au James Webb. Et puis ce qu'on voit sur cette image supplémentaire, c'est qu'on voit ce qu'ils appellent rings ici, c'est des anneaux. En fait, Jupiter a aussi des anneaux, mais des anneaux extrêmement fins. Comme Saturne. Voilà, comme Saturne, mais beaucoup plus fins, qu'on ne voit pas dans le domaine du visible. Et donc le James Webb va permettre aussi de caractériser la composition de ces anneaux, sur laquelle on a très peu d'informations encore aujourd'hui à l'heure actuelle. Et vous appelez ça le grain de beauté ou la verrue? C'est une grosse tempête. C'est quoi quoi? Tiens, on va demander au public. Est-ce que vous savez quoi, ce que c'est? ça? Alors, Merci. jeune homme, qu'est-ce que c'est cette tache blanche là? C'est une tempête, ah bon? C'est une grosse tempête ou une... Ah bon? Alors, je crois que c'est une sorte de tempête un peu un peu comme une tornade on voit d'ailleurs une sorte de courbure là à côté, un peu comme une sorte de tornade un peu. C'est pas forcément une tornade, mais je sais que c'est une tempête un peu. Ouais, bravo, hein. Ouais. Ah bah oui, mais attention. Mais alors, c'est une très, on est très à grosse- Bron, hein. Ah oui, non, mais Attention. le niveau est important. Ouais. Et c'est une très grosse tempête avec des vents ultra violents et elle tourne depuis des centaines d'années. Hein. Oui, donc elle tourne depuis très longtemps. Alors ce qui a été aussi intéressant quand il compare là, ces deux images, où il y a quand même 150 ans entre ces deux photos, c'est de voir aussi que cette tempête, la tache a réduite de taille. Donc on ne sait pas encore bien pourquoi, mais on sait qu'en effet, c'est une tempête qui a lieu depuis plusieurs centaines d'années. C'est la zone des tempêtes, quoi. Ah ouais.
C'est des vents de combien de kilomètres-heure? Je crois que c'est 2000 km/h. Hein. Il me semble que sur Jupiter, c'est des vents qui sont... faudrait le vérifier. Extrêmement rapide, il faudrait extrêmement vérifier, rapide, mais on n'aimerait pas être dedans. Et c'est la tache rouge, hein. D'habitude, on la voit rouge. Hein. Voilà. Mais là, comme c'est justement de l'infrarouge, on la voit plus rouge. Voilà, c'est dans le domaine visible, c'est la tache rouge de Jupiter, exactement. Donc là, c'est toujours c'est des couleurs reconstruites, donc c'est pour être visible là comme une photo, mais on ne peut pas le voir à l'œil nu. Et alors pareil, avec ce télescope qu'on aime tant, et qui fait l'objet de ce rendez-vous avec vous cet après-midi, ce qui est aussi formidable, c'est qu'on a fait des découvertes, même avec Jupiter. Par exemple, vous savez que notre planète, la Terre, a une lune, mais sur Jupiter, il y en a beaucoup, beaucoup plus. Et il y a même de nouvelles lunes qui viennent d'être découvertes grâce à James Webb, hein, Romane. Donc il y a ces deux lunes-là, Almatea et Adrastea, qui ont pu être identifiées autour de Jupiter. Et autour de... Donc les nouvelles lunes aussi, je crois que c'est autour de Neptune, qui a aussi été imagée, et autour de quelle on a vu donc ce qu'on appelle des lunes ou des satellites autour de ces planètes, qu'on est en train de révéler avec le James Webb. Donc là encore, des nouvelles découvertes qui n'étaient pas sur le plan, le planning du James Webb. Donc c'est aussi ça, la beauté de cet instrument, c'est qu'on avait bien sûr des objectifs scientifiques bien marqués, et puis tout l'inconnu qui reste à découvrir de cet espace, qui est aussi très attirant et auquel on ne sait pas vraiment à quoi s'attendre. C'est formidable, moi je suis tout oui. Est-ce que vous nous avez tout montré ou pas encore? Oui, il y a une chose qu'on n'a pas dit tout à l'heure, c'est la température du ciel, là où est situé justement James Webb. Il fait très froid, il faut y aller avec des gros pulls, parce que justement ces instruments, donc les caméras qui sont à bord de James Webb, il y a 4 instruments principaux, hein, dont des instruments français d'ailleurs, ils ont besoin de fonctionner dans le froid pour bien fonctionner, mais vraiment dans le froid. C'est-à-dire que la plupart des instruments fonctionnent à moins 233 degrés. Et c'est aussi pour cette raison qu'il y a cette voile protectrice des rayons solaires, parce que le soleil, quand il arrive sur le télescope James Webb, la température est à peu près de 80 degrés, je crois que c'est sur le schéma là, et que la voile protectrice, justement, elle permet de diminuer la température et de maintenir James Webb dans le froid. Et donc il y a une différence entre les deux parties du télescope de 300 degrés. Et tout ça, c'est grâce à la voile protectrice dont parlait Romane tout à l'heure, qui fait que les rayons solaires, et même les rayons envoyés par la Terre, ne doivent plus être aussi réchauffants. Voilà, c'est ça, exactement. Il faut pouvoir refroidir le miroir et les instruments pour qu'ils puissent fonctionner correctement dans l'infrarouge. Et donc c'est pour ça qu'il y a deux faces. Donc la partie du miroir et des instruments sur votre droite, ici, où on est à moins 230 degrés Celsius, donc c'est à peu près la température de l'azote liquide, hein, pour ceux qui savent à peu près à quoi que c'est. Et de l'autre côté, on est presque à la température d'ébullition de l'eau, hein, pour vous donner un peu une idée des choses. Et vous avez quand même quelques appareils du côté éclairé. Donc on voit qu'il y a les panneaux solaires, bien sûr. Hein. Donc les panneaux solaires, c'est cette petite partie-là avec les carrés que vous voyez. Et puis il y a la partie électronique, tous les câbles électriques qui n'ont pas besoin d'être refroidis. Et eux qui peuvent être du côté ensoleillé. Et encore un dernier mot, c'est qu'au décollage, donc, avec la fusée Ariane, donc au mois de décembre, il y a donc du carburant, comme l'expliquait Romane, dans le télescope James Webb. Et le décollage a été tellement précis que ça a été une économie de carburant incroyable. Donc le plein, évidemment, a été fait. Et le plein, au départ, il devait permettre à ce télescope de vivre entre 5 et 10 ans. Et ça a été tellement bien fait, il y a eu tellement d'économies de carburant qu'ils ont doublé la durée de vie de James Webb. Donc cet appareil risque de fonctionner pendant 15 à 20 ans. Ce qui fait que dans les années, dans les décennies qui arrivent, il y a un travail extraordinaire pour tous les astronomes, astrophysiciens qui vont devoir analyser les images. Et que si justement les enfants, vous avez envie de travailler dans l'espace, allez-y, parce qu'il y a du boulot grâce à James Webb pendant des décennies. Hein. Donc il y aura largement de quoi faire. C'est bon à savoir ça. Ouais. Merci beaucoup Romane Le Gall et Mathieu Vidard. Merci. On peut vous applaudir. Bravo. Alors, c'est pas tout à fait fini parce que maintenant, bien sûr, je sais que nous avons un public averti. Hein, et un public averti en vaut deux. Hein, et donc, je ne sais pas si vous avez envie de poser des questions. Alors, il y a plusieurs personnes. Madame au premier rang et madame derrière. Et monsieur à gauche. Est-ce que le télescope James Webb pourra éventuellement nous informer plus sur la matière noire? Alors, indirectement, parce qu'en fait la matière noire, elle va avoir donc la façon dont elle a été premièrement soupçonnée, c'est sur la façon dont se déplacent certains objets dans l'univers. Donc
indirectement, gravitationnellement, elle va influer sur le mouvement de certaines étoiles, de certaines galaxies. Donc comme ça, si on regarde ces galaxies spécifiques ou ces étoiles, et qu'on voit dans les régions où elles ont une trajectoire qui nécessiterait des attracteurs plus importants que ceux qu'on peut voir avec nos instruments, alors elle pourra apporter des contraintes, mais pas directement. On n'aura pas de détecteur direct de matière noire comme on a sur Terre, où on cherche les fameuses particules à détecter ces particules. On n'a toujours pas détecté, mais indirectement. Parce que la matière noire reste encore un des grands mystères de l'astronomie. On n'a pas encore la preuve de son existence. Hein. Elle est modélisée, on la prend en compte, mais on n'a pas encore la preuve de son existence. Et d'ailleurs, en astronomie, quand vous avez le mot noir derrière un autre mot, c'est qu'en général, il y a un mystère qui perdure. Donc la matière noire, l'énergie noire, les trous noirs, tout ça, ça veut dire objet mystérieux, quoi, en gros. Hein. Avec encore plein de points d'interrogation. Alors, il y a aussi une dame là qui voulait parler, hein, monsieur là. Peut-être monsieur ou madame, enfin, comme vous voulez. Merci beaucoup. Je voulais savoir comment est-ce qu'on faisait pour récupérer les images du télescope. Parce que c'est tellement loin. Important. Oui, très bonne question. Du coup, on a cette fameuse antenne avec laquelle on peut communiquer avec le télescope. Donc, les images, hein, elles sont sous forme d'ondes. Donc, elles nous parviennent, elles sont transmises à la vitesse de la lumière, elles nous arrivent. Donc on est à 1,5 million de kilomètres de la Terre, donc c'est 4 fois la distance Terre-Lune. Donc c'est loin pour nous, mais pour la vitesse de la lumière, c'est à côté. Le Soleil, il est à 150 millions de kilomètres. Donc la lumière du Soleil met 8 minutes à nous parvenir. Donc là, en fait, c'est quasiment instantané. 1,5 million de kilomètres, c'est 2 ordres de grandeur. Mais James Webb est sur les réseaux sociaux, on peut aller sur Instagram, je ne sais pas. Alors il y a pas mal de sites web, de sites internet consacrés au James Webb, et aussi il y a des données qui sont directement accessibles en fait par le grand public. C'est-à-dire que quand il prend ces images, il y a certains des programmes qui ont été faits de sorte que dès que les images sont prises par le télescope, elles arrivent sur une grosse archive auquel tout le monde, mais pas que les astrophysiciens, tout le monde peut accéder. Et c'est d'ailleurs l'image de Jupiter qu'on vous montrait à la fin, qui a été faite par une amatrice, une astronome amatrice en fait, qui s'est... oups, pardon. Trop loin. Ah oui, Orion, je ne vais pas montrer. Qui a fourni en fait certaines de ces images. Hein. Donc les astronomes amateurs, qui sont quand même en fait très très expérimentés en analyse et en retouchage d'images, mais qui ont fourni certaines des images qu'on montre aujourd'hui au grand public. Encore une fois, Romain, toi dans ton bureau, tu ne reçois pas une image comme ça. C'est pas un Polaroid qui arrive avec les belles couleurs tout de suite. Il faut quand même que ce soit traité. Donc les images, elles arrivent en noir et blanc. Avec donc ce sont des spectres. Vous les avez colorisées. Et en fait, il faut les coloriser. Voilà. En fait, on a une échelle d'intensité. La lumière, en fait, elle va être sur une échelle de gradient en fonction de là où c'est le plus intense. Et nous, ensuite, on attribue les couleurs à cette intensité et on reconstruit une image. Par exemple, celle que je ne vous ai pas montrée, c'était la barre d'Orion. Donc la barre d'Orion, ceux qui connaissent un peu, s'il y a des astronomes amateurs, hein, se trouve dans la nébuleuse d'Orion. Et donc il y a une fameuse barre d'Orion qu'on voit ici à gauche, telle qu'elle était vue dans le visible avec Hubble. Et sur votre droite, comme on la voit aujourd'hui avec le James Webb. Et donc ça en particulier, on a une équipe, une collaboration française qui travaille sur ces images, donc une centaine de collaborateurs, pas que des Français, mais qui est menée, coordonnée, dont les principaux coordinateurs sont français, et sur lesquels on est en train de travailler pour analyser toutes ces structures, comment la matière s'organise, comment ces filaments qu'on voit ici se dessinent et se forment, et puis de façon plus fine, les premières étoiles et les futurs systèmes planétaires qui peuvent éventuellement se cacher dans cette poussière. Alors, il y a une question de monsieur. Bonjour. Moi, je voulais savoir comment il fait pour rester dos au soleil, James Webb, s'il y a des rétrofusées ou je sais pas, des trucs qui poussent. Alors, dans le vide, comment on pousse, enfin, voilà. Oui, alors ça, c'est une bonne question. C'est le point de Lagrange 2 auquel il se trouve. Pour montrer cette petite animation peut-être. Donc ce point de Lagrange 2 dont on a parlé, le point L2 ici, donc c'est un point où il n'y a rien, mais il est à l'équilibre gravitationnel naturellement en fait du fait de la position du Soleil et de la Terre. Donc il y a un point comme ça fictif dans l'espace où si on pose un objet, il va suivre la Terre dans son orbite autour du Soleil.
Mais nous, on voit qu'il est en orbite autour de ce point. Et donc, pour ça, il a justement ce fameux carburant qu'on a économisé grâce à Ariane. Mais ce carburant qui va lui permettre de rectifier sa trajectoire autour du point de Lagrange 2. Et toutes les 3 semaines, en fait, il a une petite rectification de trajectoire pour bien rester sur son orbite. Et donc, c'est ça qui déterminera en fait la fin de vie de la mission. C'est quand les carburants, quand il n'y aura plus de carburant à bord du télescope, il ne sera plus maintenu et il va dériver dans l'espace lointain et on perdra le James Webb. Donc c'est comme l'équilibre entre la Terre et la Lune finalement. Hein. Il y a aussi cet équilibre entre le télescope et la Terre. Avec Exactement. Enfin, par rapport au point de Lagrange. Oui. Alors en fait, il y a plusieurs points de Lagrange et entre la Terre et le Soleil, il y a un autre point de Lagrange, le point de Lagrange 1, où on a d'autres télescopes, eux, qui observent le Soleil. Et au point de Lagrange 2, d'ailleurs, il n'est pas tout seul, James Webb. Hein. Il y avait déjà d'autres satellites. Vous avez peut-être entendu parler de Gaïa, du satellite Planck. Donc, on savait quand même où est-ce qu'on envoyait notre instrument. On ne partait pas complètement à l'inconnu. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Alors, il y en a plein. Alors, Madame au premier rang, Monsieur derrière, encore un Monsieur derrière. Et un jeune homme, là, qui a une question. Et un jeune homme. Alors, on commence par le jeune homme. Bah, allez. oui. Mais en fait, dans l'espace, il n'y a pas d'air pour le ralentir. Du coup, on pourrait, je sais pas, en fait, faire une grande poussée pour un futur satellite et, qui continue un peu à dériver dans l'espace. Mais si vous avez dit que forcément pour envoyer les images, c'est à porter à côté, pourquoi on n'enverra pas forcément un satellite dans l'espace qui dérive pour continuer à donner, je sais pas, des nouvelles images ? Alors oui, il y a des missions comme ça. Donc c'est des sondes qui sont envoyées dans l'espace, hein. Et la sonde qui est actuellement la plus loin dans l'espace, c'est Voyager, hein. Donc il y a une sonde qui a été envoyée et qui dérive comme ça dans l'espace. Et qui est même sorti de notre système solaire. Hein. C'est le premier objet humain à être sorti de notre système solaire. Exactement. Ça n'était jamais arrivé avant. Voilà, exactement. Il y a Voyager 2 aussi d'ailleurs. Hein, oui, exactement. Donc comme ça, on envoie des sondes aussi dans l'espace. Donc on a plusieurs types d'objets. On a les satellites qu'on met à des points précis parce qu'on veut observer le cosmos dans une certaine configuration. Et puis il y a aussi des sondes qu'on laisse dériver comme ça, en effet, pour aller le plus loin possible. C'est fascinant, hein. Ça fait rêver les sondes qui partent à l'infini. Il y avait aussi Madame qui voulait parler. Madame au premier rang, et puis un monsieur juste derrière, et puis un autre, un peu plus loin. Merci beaucoup. Moi, je voudrais vous dire merci d'avoir partagé votre enthousiasme, vos connaissances. C'est vraiment très, très, très agréable. Et moi, je vais vous poser des questions de béotienne. La première, j'aimerais savoir quand Ariane part, comment est-ce qu'elle revient ? Est-ce qu'elle revient ? Et puis la seconde, lorsque dans un très long moment, ce James Webb sera out, comment on fera pour revenir le chercher ? Voilà. Alors, c'est des questions importantes, hein, c'est vrai, parce qu'il y a des thématiques scientifiques qui se développent de plus en plus sur ces fameux débris spatiaux qu'on envoie. Donc, Ariane n'est pas revenue. Hein, elle retombe. Enfin, je veux dire, on ne la récupère pas. Hein. Une fois qu'elle se sépare, on ne la récupère pas. Donc, c'est un déchet. C'est l'enjeu d'ailleurs des fusées américaines d'Elon Musk aujourd'hui. Hein. C'est d'avoir justement ces fusées qui reviennent sur Terre. Vous avez peut-être vu ça. Hein. Parce qu'évidemment, Ariane, ça coûte extrêmement cher. Donc, c'est de l'argent qui part en fumée. Alors l'enjeu aujourd'hui, c'est de pouvoir récupérer les fusées et devenir comme le fait Elon Musk aujourd'hui. Hein. Donc, mais il y a tout un champ de recherche en fait. Il y a des collègues qui ont aussi étudié l'astrophysique et qui sont plus orientés justement sur les débris spatiaux et comment gérer tout l'environnement autour de notre planète. Et donc c'est un vrai domaine scientifique sur lequel on est en train de travailler pour justement éviter déjà de perdre tous ces instruments très chers, de pouvoir les récupérer, les recycler et de polluer l'espace alentour et plus lointain. Et James Webb, du coup, ne reviendra jamais, quoi. James Webb, et quand ça marchera aujourd'hui, plus, c'est pas prévu que James Webb revienne. Mais voilà. C'est vrai que s'il a 20 ans de mission et qu'on continue d'avancer aussi vite qu'on avance aujourd'hui, c'est vrai qu'à un moment, il avait été suggéré qu'éventuellement des robots, parce qu'on est en train devient de plus en plus meilleur en conception de robots et de robots intelligents, on était en train de penser éventuellement à des technologies qui pourraient faire quelques maintiens sur le James Webb, mais bon, on n'en a pas beaucoup entendu parler parce que c'est que à l'idée encore de rêve et d'ébauche, quoi. Et Hubble, Roman, il est toujours en fonctionnement, parce que lui, il est increvable. C'est le papy des télescopes, mais il fonctionne encore bien, il s'accroche, il a raison. Lui, il pourrait être récupéré ou pas ? Parce que comme il est qu'à 550 km au-dessus de notre tête, on pourrait le faire revenir sur Terre ou pas ? Alors, dans les faits, on pourrait.
C'est pas prévu parce qu'en fait, bon, à chaque mission quand même coûte un certain prix. Hein. En fait, là, on dit que le James Webb a coûté 10 milliards de dollars, presque 10 milliards d'euros donc à ce jour. Mais en fait, à chaque fois qu'on va rajouter une mission de maintien, bah, tout de suite, ça fait monter la facture. Et c'est comme ça que la facture Hubble a augmenté parce qu'il y a eu 5 missions pour aller le réparer ou le maintenir. Et donc la dernière qui a été faite il y a peu de temps, hein, je crois que c'était en 2018, il faudrait vérifier, mais c'est vraiment très récent. Ils ont décidé que c'était fini, plus de budget pour Hubble, c'était la dernière mission. Donc à ce jour, c'est pas prévu d'aller récupérer les matériaux de Hubble, mais qui sait, peut-être que d'ici quelques années, on changera. Alors, monsieur qui voulait prendre la parole depuis tout à l'heure, puis un autre monsieur là-bas derrière. Merci. Pour une date, deux questions en une. Avec une longévité de 25 ans, une conception qui a duré 30 ans, est-ce qu'il y a déjà des études et un successeur à James Webb? Et suite donc à l'intervention de Patrick Baudry hier au soir, il nous disait pourquoi pas aller implanter une station avec un télescope sur la face cachée de la Lune et qui permettrait d'avoir une très bonne vision du fond de l'univers. Et la Lune, à ce moment, elle sera accessible et on pourrait éventuellement dépanner et intervenir. Alors, les deux questions. Ouais. Alors, première question, oui, parce qu'on est toujours en train de voir après. Donc, même le James Webb, en fait, à peine Hubble envoyé, hein, en 90, c'est dans les années 90 que le projet est né. Donc, on est déjà en train de voir après. Il y a déjà plusieurs missions qui sont dans les bacs. Donc, au début, on avait pensé à faire un miroir encore plus grand. Finalement, il se trouve que le miroir fera à peu près la taille de celui du James Webb, mais il n'observera pas dans les mêmes longueurs d'onde, donc dans les mêmes fréquences. Il observera un peu dans l'infrarouge plus lointain, et aussi l'ultraviolet, pour encore ouvrir comme ça des nouvelles fenêtres observationnelles sur l'univers. Et puis il y a tous les télescopes, les autres télescopes auxquels on a accès aujourd'hui, qu'on est aussi en train de développer dans d'autres longueurs d'onde, que ce soit les radios sur Terre, ou encore des satellites qui font des recueils d'exoplanètes qui sont déjà lancés. Donc il y a comme ça plusieurs missions qui sont prévues déjà pour l'après James Webb. Il y a Vera Rubin, hein, c'est ça qui va décoller bientôt. C'est en plus le nom d'une femme. Hein. Un télescope va enfin porter le nom d'une femme. Hein. Le premier. Donc ça, oui, ça va être... c'est pour bientôt d'ailleurs. Hein. C'est pour très bien. Alors c'est pour, je crois que c'est 2000... alors je ne sais plus si c'est 2030 ou 40. Bon, sachant que c'est ce qui est envisagé aujourd'hui, donc bon, c'est encore quand même dans quelques années. Il y a un beau successeur là aussi quand même. Mais il y a un beau successeur, une successeuse pour le James Webb. Donc ça c'est pour la partie succession. Et puis pour la face cachée de la Lune, bah oui c'est déjà dans les plans aussi. Hein. Je crois que c'est la Chine surtout qui est très active sur ce point-là. Et d'ailleurs pour la petite histoire, le James Webb dans ses conceptions initiales, hein, il s'était dit il faut qu'on observe dans l'infrarouge, etc. Mais ils avaient un moment envisagé d'avoir une partie du James Webb, de regarder justement sur la Lune, si ça suffisait d'être sur cette face cachée pour observer, s'affranchir de la lumière du Soleil et terrestre. Et puis bon, ça a été rapidement avorté comme idée, mais ça avait été déjà, dans les années 95, envisagé. Donc la Lune est déjà, on pense de plus en plus à la Lune comme terrain de jeu pour installer des télescopes. Alors il y a aussi une question derrière. Hein. Je vois c'est une dame. Il y a un monsieur aussi qui attend là-bas depuis. Il y a un monsieur et une dame. Bonjour. Déjà, je voulais vous remercier, c'est absolument fascinant. Et vous avez précisé que 1995 était une année charnière. Je voulais juste dire que pour moi aussi, personnellement, c'était une année charnière. Et j'ai découvert de nouveaux univers parce que c'est l'année de mon mariage. Ah bah oui, bien sûr. Un autre monde est possible. Oui. Je reviens à la question. Comment Arianespace a été choisi pour le lancement de James Webb? Est-ce que, par exemple, Arianespace était en concurrence avec d'autres lanceurs, d'autres sociétés pour le lancement? Alors Ariane, c'était la fusée en fait la plus grande, avec la coiffe la plus grande en fait qui existait à l'époque, et surtout la fiabilité en fait de ces lanceurs qui ont fait qu'elle a été sélectionnée. Mais oui, il y a eu un appel d'offres et la sélection a été faite surtout parce qu'on avait la coiffe la plus grande, et c'était aussi un point important, mais aussi quand il y a eu tous ces délais de mission. Parce que peut-être que vous savez qu'on est passé à Ariane 6. Ariane 5 aujourd'hui n'est plus utilisée.
Et donc, il fallait quand même qu'on finisse par envoyer le James Webb rapidement parce qu'on n'allait plus avoir accès à Ariane 5 et plus avoir la taille de la coiffe de cette fusée disponible. Et puis Kourou en Guyane, c'est aussi un très bon spot pour envoyer des fusées et pour envoyer des satellites parce qu'on est pile sur l'équateur. Et donc quand justement on veut envoyer comme d'un coup de pichenette un télescope comme James Webb très très loin, eh bien on se sert justement de cette position pour qu'il y ait cette force qui ensuite propulse le télescope dans le ciel. Et donc c'est vrai que Kourou en Guyane, c'est aussi un des meilleurs endroits pour envoyer des objets. Oui, tout à fait. Alors, il y a une dame là, voilà, qui s'est levée avec un micro. Oui, bonjour. Je voulais savoir, au départ, donc, on a un miroir qui analyse de la lumière et les informations que vous partagez aujourd'hui, ça concerne la distance, ça concerne la chimie, ça concerne pas mal de choses. Donc, quels sont les types de, je sais pas, de détecteurs ou d'outils qui font que la lumière, c'est très bien, c'est une longueur d'onde, mais après, comment on fait pour avoir d'autres informations que simplement l'information lumineuse? Alors oui, on parle de lumière par analogie. Enfin, tout ce qui est une onde, en fait, par analogie, on le qualifie de lumière. Mais c'est vrai qu'en fait, on a 4 instruments. Donc, on a des instruments qui sont des imageurs, donc qui nous montrent un peu toutes ces photos reconstruites qu'on vous montrait tout à l'heure. Et on a aussi des spectrographes. Donc là, les spectrographes, typiquement, pour les exoplanètes, là, c'est les spectrographes qui sont à l'œuvre. Donc ces spectres qu'on voit là, ces petites vagues, toutes les petites montagnes sur ce spectre, c'est la caractérisation d'une molécule. Donc on voit au pic là H2O pour l'eau. Et donc ces spectrographes, c'est aussi une onde qui voyage jusqu'à nous, mais ça ne va pas nous donner une image, mais ça va nous donner un spectre en fréquence. Donc c'est vraiment le domaine de fréquence, l'infrarouge. On observe du proche infrarouge jusqu'à l'infrarouge moyen, mais dans ce domaine-là, on peut obtenir soit des spectres, soit des images. Et sur cette gamme de fréquences, on peut sonder beaucoup de matières, la matière chaude énergétique, donc le gaz, la poussière, voir la formation d'étoiles énergétiques ou leur mort, et aussi analyser leur composition chimique, parce que ce gaz, il est constitué de plusieurs composants qu'on peut comme ça analyser grâce à ces spectres. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors oui, ça continue. Alors, monsieur, puis après madame qui est au deuxième rang. Et encore quelqu'un d'autre là-bas. Oui, alors à nouveau, je m'associe aux remerciements pour toutes vos informations très passionnantes. Je voulais vous poser la question, vous avez parlé de la vie et de la mort d'étoiles. Comment se passe la chose pour une planète? C'est quoi la différence entre une planète et une étoile, et comment une planète vit ou meurt? Alors, on a déjà le scénario de la mort de notre propre Terre. C'est-à-dire qu'on sait que notre Terre va être, dans 4 milliards d'années, 4,5 milliards d'années, va être sous le coup de la dilatation de notre Soleil, justement, et que petit à petit, c'est précisément le fait que notre étoile prenne de plus en plus d'ampleur qui va faire que l'eau sur Terre va s'évaporer, et qu'au bout d'un certain temps, dans 5, 6, 7 milliards d'années, ça va devenir un caillou absolument invivable qui peut-être même explosera, je ne sais pas ce qui peut arriver. En tout cas, on connaît le scénario déjà de ce qui va se passer sur Terre. Donc, une étoile, évidemment, le processus n'est pas le même, mais les planètes, en fait, elles meurent emportées par leurs propres étoiles. C'est ça, c'est surtout l'étoile. Donc pour la naissance, elles naissent en fait dans cette. Alors, est-ce qu'on avait des images ici? Non, on n'avait pas d'image. Mais en fait, quand la planète, l'étoile se forme, elle se forme dans ces nuages, ces nébuleuses qu'on montrait tout à l'heure. Donc là, où se trouve le point rouge, l'étoile en se formant, elle agglomère toute la matière, elle se nourrit de la matière du nuage interstellaire, donc cette nébuleuse dans laquelle elle se trouve, de la poussière et du gaz. Donc elle l'agglomère comme ça sur elle, et ça s'effondre sur le centre de l'étoile, et en s'effondrant, elle se met en rotation, et par conservation de l'énergie, il y a une espèce de disque qui va se former, comme une espèce de grosse pizza. Quand vous faites une pizza au bout de votre bras, vous voyez bien que par la force centrifuge, elle va s'étaler. Là, c'est la même force qui s'exerce et qui va étaler la matière comme ça autour de l'étoile. Et dans cette matière de poussière et de gaz, c'est les ingrédients primordiaux
des futures planètes qui vont se former en fait dans ce disque. Donc elles vont naître comme ça dans ces disques de matière autour des étoiles. Et elles vont mourir probablement en fait du fait de l'explosion de l'étoile centrale qui va s'éteindre et en explosant va tout souffler sur son passage. C'est des phénomènes, les supernovas par exemple, c'est vraiment des morts d'étoiles extrêmement impressionnantes qui sont à l'origine de trous noirs d'ailleurs aussi. Qui sont, quand elles se rétractent sur elles-mêmes, en fait, elles peuvent former, selon la masse de l'étoile centrale, en effet, un trou noir à la fin. Et donc cette supernova, quand donc l'étoile explose, elle peut former une supernova. Donc c'est comme la nébuleuse du crabe, par exemple, dont vous avez peut-être entendu parler, ou comme la mort de l'étoile qu'on vous montrait tout à l'heure, donc qui expulse la matière sur son chemin et qui volatilise tout ce qu'il y avait sur son passage et qui renvoie tout à l'état de cendre et donc d'éléments chimiques et qui redistribue la matière dans l'espace interstellaire. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'il nous reste quand même 4 milliards d'années devant nous, donc on a le temps de voir venir. Alors, il y avait quelqu'un alors oui, il y avait madame au deuxième rang, et puis je crois qu'il y a quelqu'un au fond que je ne vois pas, mais... Il y a un jeune homme là-bas, et une jeune femme. Oui, moi je voulais vous demander, vous avez parlé des voiles, donc le matériau est très fin, mais vous n'avez pas dit ce que c'était, en quoi c'était fait, puisque pour refroidir, et quel est le processus de refroidissement? Alors, les voiles, elles sont faites, c'est du Kapton, c'est un polymère qui a été vraiment choisi spécifiquement, pour j'essaie de chercher désespérément une image du télescope, désolé pour le mal de cœur. On va mettre ça, même si c'est juste une maquette. Mais donc ça a été choisi pour ses propriétés thermiques, ses propriétés de légèreté, extrêmement fin. Donc c'est du Kapton, un polymère, mais qui est recouvert en fait d'aluminium, d'une fine couche d'aluminium. Donc essentiellement pour les deux voiles les plus proches du miroir. Et je crois que sur les couches externes, il y a aussi du silicone qui permet thermiquement de refroidir un peu mieux le télescope. Mais en fait, le refroidissement, il se fait aussi par sa position dans l'espace. C'est aussi pour ça qu'on l'envoie aussi loin de nous, parce qu'il fait très froid en fait dans l'espace, même même dans le système solaire, il fait quand même très froid. Donc on se sert du froid naturel de l'espace et on le protège en fait des rayonnements du soleil qui réchaufferaient les instruments. Mais c'est extrêmement fin. On a de la concurrence là à côté ou quoi? J'ai l'impression. Franchement. J'avais une question, je suis ici. Comment on fait avec des temps de pause aussi longs pour avoir des images nettes? Pourquoi il n'y a pas de traînée due à la rotation de James Webb autour du Soleil? Alors, parce que c'est des objets très lointains. Donc en fait, oui, s'il y a en effet, si on observait des objets dans notre... si c'était donc vraiment très proche de nous, on pourrait voir des traînées comme quand vous faites une photo, vous voyez des étoiles filantes parfois, ou malheureusement aujourd'hui beaucoup trop de satellites qui vont polluer vos images d'astrophoto amateurs. Mais là, on est tellement loin qu'en fait la distance, donc ces objets bougent mais sont très très loin. Donc le temps qu'ils bougent, on a le temps de pouvoir obtenir quand même un cliché net. Et puis il y a un retravail bien sûr des images qui nous arrivent en fonction des temps d'observation. Monsieur derrière. Oui, alors mais j'ai remarqué que quand il y a beaucoup de CO2 sur une planète, ça ne signifie pas forcément qu'il y a de la vie dessus. C'est le cas de Vénus, par exemple. En fait, oui, on ne cherche pas une molécule en particulier. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, on cherche sur un cocktail. Mais on cherche des biomarqueurs, mais en fait, aujourd'hui, on ne sait pas vraiment ce que c'est qu'un biomarqueur. On est juste comme... La seule référence qu'on a, c'est la planète Terre. Donc il y a encore une dizaine, vingtaine d'années, on pensait que si on trouvait de l'oxygène moléculaire, c'était gagné. C'était bon, ça voulait dire que sur cette planète, il y avait de la vie. Et puis aujourd'hui, on s'est rendu compte, 20 ans après, donc c'est quand même récent dans l'évolution de l'astrophysique, qu'en fait, l'oxygène, on peut en avoir sans forme de vie. On sait que la tectonique des plaques, elle libère de l'oxygène. Donc ça ne suffit pas d'avoir juste une molécule. Donc on se rend compte qu'en fait, c'est plusieurs molécules ensemble, de trouver la présence de plusieurs molécules en forte abondance dans une atmosphère qui va montrer
qu'il y a un déséquilibre chimique dans cette atmosphère qui ne peut être que provoqué par une forme de vie. Mais c'est tout à fait juste de dire qu'on ne cherche pas juste un traceur. D'ailleurs, récemment sur Vénus, on nous a un peu survendu la découverte de phosphine, je crois, qui aurait été justement un signal d'une forme de vie. Et puis, ça a été très critiqué par la communauté scientifique. Mais là, les chercheurs qui avaient trouvé ça, ils disent, ça y est, on a trouvé quasiment des traces de vie ailleurs dans notre propre système solaire, quoi. Exactement. Et Exactement. ça a été quand même très, très contesté. Hein. Voilà, très contesté. Bon, c'est aussi la détection de cette molécule qui a été extrêmement contestée, parce que l'abondance dans laquelle les premiers scientifiques qui ont décelé, en fait, cette molécule était faussée en fait par une analyse trop rapide des données qu'ils avaient faites. Donc les analyses ont été refaites. Donc en fait, on trouve juste des pouillèmes de cette molécule éventuellement sur la planète. Dans l'atmosphère de Vénus, hein, c'est ça. Dans l'atmosphère voilà, dans l'atmosphère, et en plus donc en fonction de où dans l'atmosphère cette molécule se trouvait, ça va influer sur la chimie qui peut s'y provoquer. Et en fait, là où elle est trouvée, ça ne veut pas du tout dire que c'est une forme de vie qui l'a produite. Donc il faut faire attention aussi aux annonces comme ça. Et là, on en entend de plus en plus, forcément, avec toutes ces découvertes et vu qu'on est dans une période où il y a de plus en plus de découvertes et tout le monde cherche, on entend de plus en plus parler de la vie. Tous les 4 matins, on dit « Ah, on va chercher la vie, on a trouvé la vie ». Et puis le jour où on l'aura vraiment trouvée, les gens se diront « Ah ben non, mais ça fait 10 ans qu'on l'avait trouvée, non ?» Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Ah, alors mademoiselle au premier rang. Après, derrière, on va être équitable. Ce serait pour rebondir sur ce que vous venez de dire sur les marqueurs biochimiques. Est-ce qu'il y a des exercices d'imagination où on ne placerait pas l'eau comme élément fondamental pour la vie, où on placera un autre élément où on n'a pas l'habitude sur Terre de voir cela? Alors si, donc en fait c'est vrai qu'on prend notre biais humain, l'œil humain, et on cherche ce qu'on connaît. Mais c'est vrai que il y a des exercices qui se font sur les silicates notamment, d'essayer de chercher, parce qu'en fait donc on cherche l'eau et le carbone. L'eau comme soupe, hein, comme solvant pour faire toute la chimie, et le carbone parce que la vie telle qu'on la connaît aujourd'hui, elle est quand même basée sur la chimie du carbone. Mais il y a d'autres théories qui disent que, en effet, oui, pas forcément du carbone qui est la base des briques de la vie, qu'on pourrait envisager d'autres éléments chimiques. Donc oui, il y a des exercices d'imagination comme ça qui se font et des recherches qui sont faites plus dans le domaine de l'astrobiologie, qui cherchent à avoir d'autres éléments qui pourraient en effet être stables, comme le carbone l'est. Mais l'eau liquide reste quand même l'élément qui semble indispensable, effectivement, pour l'émergence d'une vie. Et d'ailleurs, même dans les satellites de nos propres planètes, hein, sur Jupiter, par exemple, Europe, qui est un satellite, donc une lune de Jupiter, on sait qu'il y a de l'eau liquide sous sa surface, des océans, mais on parle d'océans. Et donc les enjeux, c'est d'aller pouvoir en savoir plus, parce qu'il y a peut-être de la vie là, comme sur Mars d'ailleurs, ça on le sait beaucoup avec tous les robots comme Persévérance qui sont là-bas en ce moment et qui cherchent des traces de vie. Mais ce matin, on avait un débat avec notamment Sylvie Vauclair, que vous connaissez sûrement, et qui disait, c'est vrai que la question c'est qu'est-ce que la vie? C'est-à-dire qu'au fond, on voit ça avec nos yeux d'humains, mais la vie peut prendre des formes totalement indépendantes de l'anthropocentrisme, et elle disait, on est amené à une réflexion profonde pour déterminer ce qu'est la vie avant de déterminer s'il y a de la vie sur une planète lointaine ou proche. Même sur les échelles de temps, parce que même si la vie existe ailleurs dans l'univers, il faudrait qu'on puisse observer une planète sur laquelle il y a la vie au bon moment de la période à laquelle la vie a existé sur cette planète. Et puis les échelles de temps à laquelle s'écoule cette vie sont peut-être des échelles complètement différentes des nôtres, qu'on ne pourrait pas percevoir. Donc il y a beaucoup d'autres en effet dimensions qui peuvent entrer en jeu et auxquelles notre esprit n'est peut-être pas formaté ou prêt à recevoir ces informations-là. Mais oui. Alors je crois qu'il y avait encore une question derrière. Hein. Oui, bonjour. J'aurais voulu savoir en fait comment se décide l'utilisation du télescope, la zone observée, le type d'information, etc.
Alors, comment elle se décide? C'est ce qu'on disait un peu tout à l'heure, hein. Donc, la première mission de James Webb, c'était vraiment d'aller sonder les premières lumières de l'univers. Parce qu'en fait, quand Hubble a été envoyé, il avait pour objectif d'aller sonder les plus vieilles galaxies, déjà à l'époque de l'univers. Et on s'est rendu compte que dans le visible, on ne pouvait remonter que, entre guillemets, à 13,3, environ 13,3 milliards d'années. Donc le Big Bang faisant 13,8 milliards d'années, on n'était qu'à 500 millions d'années après le Big Bang et on s'est rendu compte que ce n'étaient pas les premières galaxies, qu'elles étaient probablement encore plus jeunes, plutôt autour de 300 millions d'années après le Big Bang. Mais vu que l'univers est en expansion, c'est-à-dire que la longueur d'onde, la lumière qui traverse depuis le Big Bang jusqu'à nous, s'est étendue avec l'expansion de l'univers, et donc ça décale en fait la luminosité de tous les objets en fréquence, ça les décale vers le rouge, donc c'est ce qu'on appelle le fameux décalage vers le rouge, qui est l'effet Doppler, et qui fait que ces premières galaxies, elles deviennent comme ça invisibles à l'œil nu, mais ne sont visibles que dans l'infrarouge. Donc c'est pour ça qu'on s'est dit, zut, avec le Hubble, on ne verra pas les premières galaxies, il faut absolument qu'on commence à réfléchir à la prochaine mission, qui était le James Webb, d'aller voir les premières lumières de l'univers. Donc c'est comme ça qu'en gros la mission naît. Et ensuite, vu que pendant ces 30 ans de conception, la science continue d'avancer, on a rajouté des thématiques scientifiques, dont la caractérisation des atmosphères des exoplanètes. Typiquement parce que c'est qu'en 1995 qu'on détecte la première exoplanète et qu'on commence à en détecter de façon exponentielle. Donc c'est qu'autour des années 95-2000 que ce trait scientifique, ce pilier scientifique a été rajouté aux missions du télescope. 95, qui est aussi une très bonne année pour les mariages. Je crois que c'est... Apparemment. Monsieur, au premier rang. Attendez, on va vous apporter un petit micro pour vous entendre. Bonjour. Vous parliez d'univers qui se crée au départ, il se dilate. Et donc en quoi est fait cet espace qui se dilate? En quoi il est de quoi il est constitué? Qu'est-ce qui se dilate? S'il se dilate, il se du dilate vide dans qui quoi? se dilate. Alors, on parlait de l'expansion de l'univers. L'expansion. Donc, en fait, oui, donc ce Big Bang, on pense qu'initialement, c'était une singularité. Mais bon, ça, on ne pourra jamais voir au-delà de 400 000 ans après le Big Bang, parce qu'il était opaque. Donc, pareil, les rayons lumineux ne pouvaient pas s'en échapper. Donc, il y avait une espèce de plasma qui grandissait très rapidement. Ça, c'est la théorie qui nous le dit. Jusqu'à libérer ces premiers photons de lumière, ce qu'on appelle ce fameux fond diffus cosmologique, qu'on peut aujourd'hui observer dans l'univers, notamment dans le domaine radio, qu'on peut capter aujourd'hui avec nos instruments. Donc, 380 000 ans après le Big Bang, justement, c'est là que la lumière apparaît, en fait. C'est ce que tu décris là. Voilà, c'est là que les premiers photons sont libérés. Et donc, c'est cet univers-là qui est en expansion depuis le Big Bang. Et donc, il est en expansion, mais donc, ce qu'on a vu, c'est que cette expansion, elle s'accélère. Elle s'accélère. C'est l'énergie noire, justement. C'est la matière qui est dans l'univers, qui s'épand. Question philosophique. Est-ce que l'espace est différent de la matière? L'espace, oui, donc il y a cet espace-temps, comme on dit, quand on dit que, par exemple, l'histoire de l'antigravitationnel qu'on avait tout à l'heure, donc c'est comme si en effet l'espace c'était une espèce de grande toile, il n'y a rien dessus, et on y met de la matière. Mais la matière, c'est très peu de choses dans l'univers. La matière qui nous constitue, la matière des objets, c'est 5% de l'univers. En quoi est fait l'espace? C'est ça qui est dur à conceptualiser, oui. Donc ouais. De quoi l'espace est-il le nom, dit Madame la réseau. Carlo Rovelli parle de gravité quantique à boucle. Vous avez entendu parler de ça? Oui. Donc, il essaye de définir une structure infime à l'espace, des grains d'espace. Mais donc, comme disait exactement Mathieu, c'est vrai que ce qu'il faut rappeler, c'est ce que là, on est en train de vous montrer. Toutes les images qu'on est en train de vous montrer, c'est 4%. C'est 4% de la composition de l'univers. Donc, c'est la matière qu'on dit baryonique, celle qui nous compose, qui compose les éléments chimiques, la poussière, etc., qu'on observe et qui
qui émet de la lumière, c'est que 4%. Ensuite, on pense qu'on a une vingtaine de pourcents qui sont cette fameuse matière noire, qu'on n'arrive toujours pas à détecter, mais qu'on pense être présente pour expliquer en fait les mouvements de certains astres. Et ensuite, tout le reste, on a mis encore un mot encore plus obscur, qu'on n'arrive pas à expliquer, c'est l'énergie noire. Donc plus de 70% d'énergie noire. Ah ben on repousse, on met ça dans des boîtes noires, donc on les appelle noires. Donc ça... C'est l'inconnu. Oui, l'expansion de l'univers. Ouais. Oui, quelqu'un d'autre qui veut parler, bien sûr. Il y a un monsieur aussi au deuxième rang. Allez-y. Ça n'arrête plus, hein, je crois que... Oui, il y a l'autre micro. Il fonctionne ? Oui. Merci. Tant mieux. Voilà, il y avait un programme de recherche de signaux extraterrestres, donc on écoutait avec des radiotélescopes, je crois que c'était SETI. Ah oui, SETI. Est-ce que maintenant qu'on sait pointer des exoplanètes et analyser des traces potentielles directes de vie, est-ce qu'on reprend ce programme et est-ce qu'on écoute et est-ce qu'on envoie des messages et quelle sorte de messages d'ailleurs ? Est-ce qu'on a réfléchi à qui on pouvait s'adresser et qu'est-ce qu'on pouvait leur dire sans les effrayer, Voilà, ça fait beaucoup de questions. Alors oui, c'est vrai que c'est important de dire qu'on n'écoute pas parce qu'il n'y a pas de son. C'est vrai que c'est une image, ça SETI, on a vu même dans Contact, l'actrice avec ses écouteurs qui écoute l'espace. Hein. On n'écoute pas, le son ne peut pas se propager. Y a pas de... Donc du coup, c'est les ondes qu'on retransmet sur des spectres. Donc le programme SETI, oui, il est toujours en activité. Alors moi je suis pas spécialiste de ce domaine-là, donc je pourrais pas vous dire exactement sur quoi ils travaillent, mais en effet ils peuvent pointer leur radiotélescope en direction de régions qu'ils pensent potentiellement fertiles pour avoir fertiles, c'est un raccourci, mais plutôt prometteur pour avoir un signal de ce type, mais à ce que je sache, il n'y a rien qui a été détecté et on n'envoie pas de signaux particuliers à part ce qui a été envoyé à bord de Voyager, voilà, où on a mis de façon très centrée, ouais. centrée. Des plaques avec la représentation. Vous savez, c'est cette image d'un homme et d'une femme, c'est juste un dessin stylisé. On voit un corps d'homme et de femme nus avec des points, et ça a été envoyé ça dans Voyager, justement. Hein. Voilà. Au cas où on croiserait sur notre route. Quelqu'un qui serait capable de décoder ce qu'un être humain lambda, je pense, aurait peut-être du mal à décoder, on ne sait pas. Mais bon, voilà, c'est très cryptique et on ne sait pas vraiment ce à quoi s'attendre. Mais pour le moment, ce qui a été envoyé, c'est à bord de cette sonde. Et on n'envoie pas de signaux particuliers dans l'espace. En fait, depuis la radio sur Terre, naturellement non, mais depuis qu'il y a la radio, la télé, etc. sur Terre, toutes ces ondes qu'on envoie dans l'atmosphère, elles se propagent aussi dans l'univers. Donc en fait, c'est la radio qu'on envoie ou la télé. C'est ça, c'est France Inter. Voilà. C'est France Inter. Ah oui. Qu'on envoie à l'autre bout de l'univers et dans 100 millions d'années, quelqu'un écoutera. Et bien sûr. Voilà. S'ils ont les bons récepteurs, ils pourraient entendre en effet ce qu'on dégage dans l'espace avec nos radios et notre télé. Monsieur au deuxième rang. Il y en a sûrement d'autres, mais je ne les vois pas. La science-fiction et les films nous présentent le milieu dans lequel évolue le télescope comme particulièrement hostile. Qu'est-ce qui fait qu'il est promis à une durée de vie de 25 ans? Pénarde. Alors 5-20 ans, on n'est pas encore à 25, peut-être. Justement, donc oui, c'est pas si peinard que ça. Bon, alors oui, c'est assez vide, hein, l'univers, hein, c'est quand même très très... Il faut se dire que c'est 10 ordres de grandeur au-dessus du vide absolu qu'on peut faire sur Terre. Hein, donc c'est quand même très vide, hein. On voit des particules un peu partout, mais c'est majoritairement du vide. Et puis, sur certains de ces points de Lagrange, la stratégique, auxquels on peut placer des satellites, il y en a qui sont plus ou moins stables que d'autres, qui peuvent en effet accréter des petits astéroïdes. Donc le point de Lagrange 2, il est aussi intéressant parce qu'il est instable, donc ça évite qu'il y ait trop de météorites ou d'astéroïdes qui viennent s'agglomérer en ce point-là. Mais pour la petite anecdote, il a pris un petit bout de caillou dans l'un des miroirs il y a quelques mois. Donc, on s'en est pas vanté d'ailleurs. Hein. On s'en est pas beaucoup vanté, ça n'a pas été beaucoup ébruité, mais donc oui, il n'est pas à l'abri de se prendre des impacts. C'est pour ça d'ailleurs que dans ces boucliers, il y en a 5 là, des couches,
et il y en a une de rab, entre guillemets. C'est-à-dire que si on en endommage une, on pourra toujours refroidir le télescope aux températures nécessaires pour qu'il fonctionne de façon optimale. Si on en endommage plus qu'une, là, c'est pas très bon signe. On est fragile quand même. Hein. On est quand même fragile. Oui, je voulais juste revenir un peu en arrière. Quand vous avez parlé de Big Bang, d'effet Doppler, etc., comment on fait pour dater l'âge des planètes? Vous dites cette planète, elle avait 13 milliards d'années ou 6 000. Vous avez donné les datations. Les galaxies. Est-ce que vous pouvez expliquer très sommairement? Oui, alors les galaxies, en fait, on peut les dater en analysant leur spectre, parce qu'on connaît en fait certaines, donc justement ces fameux spectres qu'on voyait là, par exemple pour l'atmosphère d'une planète. On connaît exactement à quelle fréquence ils sont censés émettre s'ils étaient dans sur Terre ou dans notre voisinage proche. Et donc en fait le décalage de ces fréquences, donc on a un décalage de ces fréquences vers le rouge, vers l'infrarouge, et donc en fait ce décalage vers le rouge, il est lié à la distance. Vu qu'on sait que la lumière, elle est étirée, plus l'univers s'expand et s'accélère, donc comme ça on peut dater en fait ces galaxies en analysant leur spectre de molécules bien connues dans leur composition gazeuse. Les planètes ? Et oui, comment on date les planètes? Alors l'âge des planètes, des exoplanètes ? Par exemple la Terre, comment on sait que la Terre, c'est l'objet de votre question, par exemple, 4,5 milliards d'années hein? Non, c'était pas la question. En fait, vous avez expliqué, on peut dater, on connaît la vitesse relative, donc voilà, ça c'est clair. Donc on fait une hypothèse qui a un Big Bang à une certaine date. C'est comme ça qu'on arrive, j'imagine, à dater les planètes. Les planètes qu'on a observées, vous leur avez donné un âge à un moment donné. Non ? Les exoplanètes. Ah, les exoplanètes ? Non, pas les planètes, les étoiles. C'était les galaxies. Les galaxies, oui, c'était les galaxies, voilà. oui, tout à les fait. galaxies qu'on pouvait dater comme ça. D'accord. Les planètes qu'on est en train de regarder, elles sont dans le voisinage, elles sont dans le voisinage du système solaire. Et donc, la façon dont on peut estimer un âge de ces exoplanètes, c'est en estimant l'âge de la planète, de l'étoile, pardon, de l'étoile dont elles dépendent. Et donc, comme ça, on peut essayer d'estimer grossièrement l'âge des planètes. Oui, d'accord, je comprends. Merci. Alors, je vois encore 2 questions, ça n'arrêtera jamais, hein, je crois. Alors, il y a un monsieur là au 2e rang, puis il y a un jeune homme un peu derrière. Bonsoir. J'avais une question, c'était de savoir comment on fait avec le James Webb pour faire la différence entre les molécules et du coup les atomes en fait de carbone par exemple. Alors que ce soit avec le James Webb ou un autre télescope, en fait, c'est encore une fois ces fameux spectres, ces spectres qu'on a, donc les spectres en fréquence qu'on a de ces molécules. Donc c'est des spectres en fait qu'on connaît déjà sur Terre. On sait que le carbone, il va émettre un pic de fréquence à une fréquence donnée justement. Chaque molécule, en fait, elle a un spectre spécifique comme un code-barre. C'est pas un spectre continu comme un filament de lumière continuum, enfin linéaire. C'est vraiment un code-barre qu'il faut voir ça comme un code-barre dans un supermarché pour un article que vous prenez, vous le scannez, vous savez qu'il s'agit du paquet de chips de telle marque. C'est un peu basique comme comparaison, mais c'est vraiment ça en fait. Elles vont avoir des spectres spécifiques, donc des pics à des fréquences bien spécifiques qu'on analyse sur Terre. Donc il se trouve parfois en effet qu'on trouve des spectres comme ça, donc des pics qui ressemblent à la signature d'une molécule, mais qu'on n'a pas dans nos catalogues terrestres. Et donc pour ça, on se rapproche de chimistes et de spectroscopistes qui travaillent sur Terre et on leur dit j'ai trouvé ce spectre-là dans telle région du ciel, telle galaxie. Je ne comprends pas dans les catalogues des bases de données, ça ne correspond à rien. Est-ce que tu as une idée de à quoi ça pourrait correspondre ? Et donc eux, en fonction des autres molécules qu'on a pu détecter dans cet objet céleste, on va faire des hypothèses sur les molécules les plus probables qui pourraient s'être formées et eux vont les synthétiser en laboratoire sur Terre, donc en essayant de reproduire les conditions physiques qu'on a dans l'espace pour synthétiser ces molécules, synthétiser leur spectre et nous dire oui, ça correspond, non, ça correspond pas. Donc c'est un peu un jeu comme ça, un jeu un peu comme ça avec d'autres disciplines de collaboration. Le jeune homme derrière.
En fait, ce serait pour revenir sur les trous noirs. En fait, quand vous avez dit qu'on pouvait pas forcément les localiser, moi j'avais entendu que, en fait, la matière et comment dire, l'énergie un peu elle gravite à peu près autour du trou noir avant d'être aspirée. Mais j'avais entendu qu'apparemment elle est assez rapide et qu'elle produit quand même une signature énergétique assez grande. Donc est-ce qu'on le dit, est-ce qu'on pourrait pas forcément essayer de le repérer ou c'est impossible? Qu'on pourrait essayer de repérer la matière qui tombe dans le trou noir? Oui, en fait, ça, c'est ce qu'on a justement pu imager. Là, c'est vrai que j'ai pas d'image qui le montre, mais en radio, ce qu'on a pu... Il y a eu 2 trous noirs pour lesquels il y a eu des images qui ont été faites là très récemment. Justement, l'une pour laquelle le radiotélescope qui se trouve en France a beaucoup travaillé. En fait, c'est cette matière justement autour du trou noir qu'on est en train d'imager. C'est pas le trou noir lui-même, c'est la matière autour de lui qui va finir en effet par tomber dans le trou noir. Mais ça forme comme des donuts, là, comme des disques en effet autour du trou noir. Et ça, c'est ce qui a été imagé dans le domaine de la radioastronomie. Dont le trou noir de notre galaxie, Sagittarius A étoile, qui a fait l'objet de ces 2 images Exactement. historiques. Le deuxième qui a été imagé là. Alors la toute dernière question. Il y a un jeune homme là. Alors il y a les 2 dernières questions. Le jeune homme et puis la madame là-bas. Bonjour. Bonjour. En fait, c'est pour dire pourquoi le James Webb est-il si grand? Alors pourquoi est-il si grand? Alors donc le miroir, lui, il est très grand pour pouvoir capter le maximum d'ondes de lumière à sa surface. Récolter le plus possible de rayons de lumière et comme ça pouvoir capter des objets très très peu lumineux qu'on ne pourrait pas voir sinon. C'est la différence, tu vois, entre mon verre par exemple. Si je mets mon verre sous la pluie, si je veux avoir le maximum justement de pluie qui tombe dans mon verre, il vaut mieux que j'ai un grand seau pour pouvoir capter le maximum de pluie. Donc c'est exactement ça que James Webb, tu vois, c'est un grand œil qui capte beaucoup plus de lumière. Alors la toute dernière question, c'est pour madame, voilà. Est-ce que, on parle du Big Bang, mais est-ce que on sait ce qu'il y a eu avant le Big Bang? Alors là, à cette heure-ci, madame, cette question, franchement... En deux mots, bien sûr. Voilà, on ferme, on vous remercie d'être venu. Ou alors vous avez préparé à dîner, parce que sinon, c'est pas possible. Alors, du coup, ce qu'on vous a dit, c'est qu'on peut de toute façon pas capter de rayons lumineux plus jeunes que 380 000 ans après le Big Bang. Parce que les photons de lumière, les particules de lumière, photons c'est le gros mot pour particules, ne pouvaient pas s'échapper de ce plasma qu'il y avait avant. Donc il y avait le Big Bang et après tout le reste c'est de la théorie, donc ça reste des théories. Donc qu'est-ce qu'il y avait avant le Big Bang? Est-ce qu'il y avait, c'était une singularité qui était là, qui restait pendant une éternité et puis un jour pouf, elle a décidé d'éclore? Ou est-ce qu'il y a eu ce fameux Big Crunch et puis Big Bang? Ou est-ce que c'est un univers en rebond? Donc il y a plein de théories qui existent sur les origines de ce Big Bang et si origine il y a, parce qu'on rediscute même de l'origine. Donc là, ça reste du domaine théorique et presque théologique. Et métaphysique. Et métaphysique, voilà. Il y a ce qu'on appelle le mur de Planck aussi, qui justement permet d'imaginer ce qui s'est passé avant, mais qui n'explique rien pour l'instant, puisqu'on ne sait absolument pas. Ça reste un des plus grands mystères de l'astrophysique. Voilà, on va s'endormir là-dessus ce soir. Mais écoutez, en tout cas, merci beaucoup pour votre curiosité. Bravo à vous.